serrait la main du représentant de Sinosteel, l'entreprise chinoise en charge de l'exploitation du gisement de fer de la Lobé. C'est à Kribi, entre Kribi et Campo. Alors pour le ministre, c'était une affaire entendue, une affaire rentable, selon son expression rentable économiquement pour le Cameroun, mais aussi écologiquement. Alors ceci ne fait pas foi pour tous ceux qui sont sortis et qui se sont répandus sur les réseaux sociaux et autres médias peut-être traditionnels et pas que, pour exprimer leur rage quant au marché de dupes conclu alors avec cette entreprise Sinosteel. Des chiffres impressionnants sont alors donnés en termes de capacité déjà de ce gisement, mais surtout ce que le Cameroun gagnera après les 50 ans d'exploitation de cette entreprise ou alors de ce gisement par l'entreprise Sinosteel. Qu'en est-il en réalité? Des débats beaucoup se sont pourvus en débat sur, on le disait, sur la toile et sur la scène publique pour expliquer, tenter de comprendre de ce qui est réellement de ce côté-là. Ce matin, DBS, après mieux réflexion, pose également cette grande problématique. Que gagne le Cameroun dans cet important gisement? S'est-il encore fait duper? Aurait-il pu espérer mieux que ce qu'il a eu? Pour en parler, cher monsieur, je vous propose de noter l'une des réactions qui a fait polémique ou alors qui a fait jaser un peu plus la scène politique camerounaise, c'est celle du député Cabral Libi qui tente d'expliquer ce qui se passe réellement dans ce contrat entre le Cameroun et l'entreprise de Sinosteel. On écoute ce petit extrait et on revient. 632 millions de tonnes. Alors, regardons ensemble ce que l'État du Cameroun a signé. Le minerai découvert a une teneur en fer de 33%. L'État du Cameroun s'engage à vendre la tonne à l'entreprise chinoise à 2300 francs CFA. L'entreprise en question va exploiter par an 10 millions de tonnes et va reverser à l'État du Cameroun 23 milliards de francs CFA. L'exploitation va durer 50 ans, donc elle aura exploité 500 millions de tonnes. Au bout de 50 ans, elle aura reversé à l'État du Cameroun 1150 milliards de francs CFA. Et à ces 1150 milliards, il faut ajouter 425 milliards que l'entreprise s'est engagée à investir au Cameroun. Ça, c'est ce que l'État du Cameroun a signé. Regardons maintenant ce que l'entreprise chinoise va engranger. Le minerai est toujours enrichi à 33%. Il est toujours à 33%, c'est comme ça qu'il a été découvert. Sur le marché international, ce que nous vendons à 2300 francs est vendu à 95 000 francs CFA. Donc, lorsqu'on a exploité 10 millions par an, l'entreprise a engrangé 950 milliards de francs CFA alors qu'elle n'a reversé à l'État du Cameroun que 23 milliards. Au bout de 50 ans et de 500 millions de tonnes exploitées, l'entreprise aura engrangé 47 500 milliards de francs CFA alors qu'elle n'aura reversé à l'État du Cameroun qu'un total de 1575 milliards de francs CFA. Mais ça ne s'arrête pas là. La rentabilité de l'entreprise chinoise est beaucoup plus favorable et généreuse que cela. Parce qu'en matière d'exploitation des minerais de fer, on peut enrichir le minerai. Et l'entreprise en question nous a dit que le minerai qui a une teneur en fer de 33% peut être enrichi jusqu'à 60%. Et lorsqu'on enrichit 10 millions de tonnes, ces 10 millions de tonnes sont convertis à 4 millions de tonnes. Donc en fait, ce sera donc par an 4 millions de tonnes enrichies cette fois à 60%. Mais lorsque c'est enrichi à 60%, les cours changent. Désormais, ce n'est plus 95 000, mais c'est 1 500 000 francs CFA. Ce sont les cours actuels. Ça veut dire que ce que l'État du Cameroun a vendu à 2300 francs peut être vendu jusqu'à 1 500 000 francs CFA. Ça donne donc par an à l'entreprise chinoise, dans ce cas, 6 000 milliards de francs CFA. C'est-à-dire plus du budget de l'État du Cameroun actuellement par an. Mais bien plus encore, la dette camerounaise globalement aujourd'hui est estimée à plus de 11 000 milliards. Ça veut dire qu'avec les 6 000 milliards par an, au bout de 2, 3 ans, 4 ans, le Cameroun peut avoir épongé toute sa dette. Seulement avec le gisement de Kribi dont nous sommes en train de parler. Et ça va donc donner au bout de 50 ans, pour cette entreprise, 200 millions de tonnes exploitées
et donc 300 000 milliards de francs CFA d'engranger. Ça veut dire qu'au bout de 50 ans, l'État du Cameroun aura gagné 1575 milliards. Si ce n'est vendu qu'à 33% de teneur en fer, l'entreprise chinoise gagne 47 500 milliards. Et si c'est enrichi à 60%, comme ils vont le faire, ils engrangent 300 000 milliards de francs CFA. Observez le gap par vous-même. Quel que soit l'investissement qu'ils font au Cameroun, même 1000 milliards par an, la rentabilité pour cette entreprise reste énormissime. Et figurez-vous que seulement avec un gisement comme celui-là, le Cameroun serait en mesure de produire par an plus du budget actuel de tout l'État du Cameroun. C'est simplement inadmissible. C'est inacceptable. C'est pour cela que nous disons au président de la République, puisque c'est à lui que revient le pouvoir de signer par décret le permis d'exploiter, de ne pas le faire. Il a créé le 14 décembre 2020 une vive réaction, l'une d'entre toutes celles qui se sont pourfendues après la publication justement de ce contrat d'exploitation entre le Cameroun et Sinosteel. Alors première question, Dr Yam, l'analyse que fait le député Cabral Libby est-elle juste? Poser la question comme ça donnerait l'impression qu'il n'a rien fait, que c'était inutile. C'est pas ça tellement. C'est pas une question de juste. Est-ce qu'on peut lire ça? Est-ce que c'est une analyse scientifiquement c'est un début. Vérifiable? C'est un début. C'est pas un expert en mine, c'est pas un expert financier. Il a fait un effort qui est intéressant, qui est comment dire, qui est louable, voilà, et qu'il faut saluer. Maintenant, les questions fondamentales ne se posent pas de cette façon-là seulement. Les questions financières même, il faudrait les aborder autrement. C'est pas ça les bonnes bases. En matière minière, la façon dont le dossier a été géré est complètement. C'est-à-dire que c'est la cacophonie totale, c'est un cafouillis. C'est pas comme ça qu'on gère les mines. L'État du Cameroun a fait preuve d'une incompétence qui est criminelle, carrément, parce que, vous savez, le développement des nations s'est fondé sur les mines. N'oubliez pas que la révolution industrielle dont on parle, c'est les mines de charbon, et c'est pas autre chose. C'est les mines qui soutiennent le développement industriel des nations. Donc, lorsque vous dites que vous venez d'émettre un SND 2030 et que vous vous amusez avec les mines de cette façon-là, ça veut dire que soit vous n'avez pas compris ce qui est écrit dans le SND, soit vous en foutez royalement, soit vous n'avez simplement pas la capacité de porter le développement de notre pays. Et là, je crois que pour une fois, le chef de l'État n'a pas à venir dire il y a inertie, il y a lui, là. Il a besoin de mettre des gens à la porte parce qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout où le Cameroun doit aller et n'ont aucune idée de comment faire d'ailleurs pour que le Cameroun sorte de là où nous sommes. Je pense que on va aller pas à pas. D'accord. Premièrement, qu'est-ce qui fait problème dans ce contrat? Premièrement, c'est l'environnement juridique. Il y a l'environnement juridique, il y a le cadre financier, et il y a le cadre financier, il y a le cadre foncier, et enfin, je vais juste aborder ces quelques éléments, on ne peut pas tout aborder, l'environnement juridique, le cadre financier, le cadre foncier et le cadre de, si vous voulez, des effets induits aux ressources humaines, industrialisation, etc. Le premier cadre, qui est le cadre juridique, notre pays a un problème avec ces histoires où on préfère les conventions. C'est-à-dire que vous êtes dans un état où, même pour le code du travail, il n'y a pas de règles fixes. On dit non, allez négocier, allez discuter. Donc, à chaque fois, il n'y a pas des dispositions claires, précises pour gérer quoi que ce soit. On est dans un flou général qui laisse la liberté aux acteurs de pouvoir négocier. Certains pensent que c'est ça la liberté, mais ce n'est pas ça. Un État ne fonctionne pas comme ça. Si vous avez tout le temps des conventions à faire et non pas des codes à respecter, eh bien, vous vous retrouvez dans une situation où ce que les gens recherchent, c'est plutôt les points de faiblesse de votre État pour pouvoir vous entuber. Il ne faut pas aller croire qu'il y a des anges sur la terre. Les gens font des affaires et quand ils font des affaires, ils sont brutaux, violents et ils cherchent vos faiblesses pour les exploiter. Il faut que le Cameroun passe des conventions au code. Ils ont déjà par exemple un code pétrolier gazé qui sont très mauvais. J'ai eu la chance
de faire la relecture d'un livre qui portait dessus il y a quelques années. C'est très très mauvais. C'est pas du tout favorable au développement de notre pays. Donc il faudrait que l'État du Cameroun intègre de nouvelles expertises qui vont lui permettre de structurer notre économie pour que nous en ayons la souveraineté. D'accord. Ça, c'est au niveau du cadre juridique. Donc, passer des conventions au code et à de nouveaux codes. Et je crois que c'est en cela que le député peut être extrêmement important, puisque ces choses-là peuvent se négocier à l'Assemblée nationale. Il y a le cadre financier. Alors là, il est très mauvais. D'abord, en matière minière, avant même de commencer à calculer ce qu'on va gagner ou ce qu'on va faire, vous avez ce qu'on appelle le bonus de signature. Certains appellent ça le pas de l'apport, ça a des noms exotiques très amusants. Mais c'est calculé sur la base du tonnage estimé. Et il y a un montant qui est déterminé dans le cadre des négociations. Le minimum que le Cameroun devait percevoir, il y a des experts qui estiment ça à 1200 milliards de francs CFA. Mais ça dit que ça n'a rien à voir avec l'exploitation. Hein. Ça, c'est juste pour dire, À OK, la signature. à la signature, on vous accueille. On dit, OK, d'accord, vous allez exploiter une mine. Bon, mais vous versez d'abord. Une prime de signature. C'est une prime. Reversé à l'État du Cameroun. Minimum 1200 milliards tout de suite. C'est une expression techniquement, c'est 5% du contrat. Non, c'est pas 5% du contrat. C'est pas codifié. Non, c'est pas que c'est pas codifié. Il y a un algorithme de calcul, mais pas un montant de base. Le montant de base, c'est vous qui le déterminez. Et si vous prenez un minimum vraiment ridicule de 5 francs par tonne, par kilo vous arrivez à 1200 milliards, selon certains experts. Mais pourquoi arriver à ça, compte tenu, en fait, ça tient compte de la facilité d'exécution, mais également, est-ce que celui qui va exploiter la mine, c'est lui qui a découvert cette mine? Si c'est pas lui qui a découvert, ça coûte un peu plus cher. Si c'est par exemple au bord là, il y a un port à côté, il y a des infrastructures, une autoroute, ça tient compte de tout ça et on détermine un prix. Le minimum que le Cameroun aurait dû accepter, n'importe quel pays au monde, c'est le minimum qu'il aurait accepté, c'était entre 2 et 3 milliards de dollars. D'abord, c'est-à-dire que Sinosteel aurait versé. Deuxième chose, vous avez, et là c'est un élément juridique qui revient là, mais quelle est la structure juridique de cette entreprise? Est-ce que cette entreprise est vraiment une entreprise structurée telle qu'elle est au Cameroun et dont nous avons le plein contrôle de tout ce qu'ils font? Alors, Sinosteel, c'est 65 filiales reparties dans le monde. Non, pas la maison mère, mais Sinosteel Cameroun. Comment on contrôlerait Sinosteel Cameroun? Il faut qu'on s'assure que, parce que c'est une grosse entreprise qu'on est en train de créer, c'est du pouvoir d'achat. Bien sûr. Les Camerounais sont représentés comment là-dedans? Ce pouvoir d'achat, comment est-ce que nous le captons? Est-ce que nous avons, certains proposent que le DGA soit toujours camerounais, c'est le minimum. Le DG, il doit être Sinosteel, ce sont les investisseurs. Mais il y a des postes de direction, il y a beaucoup d'autres entreprises. Et est-ce qu'il y a un pourcentage, par exemple, minimal de 10 à 15% réservé aux locaux? Les gens... Dans un premier temps. Dans un premier temps, ceux qui sont là, à 15%. ceux qui sont En tout cas, le au cadre, moins 15%. le cadre juridique le permet avec la nouvelle loi sur, sur les mines de 2021. Il y a ce qu'ils appellent la consécration du contenu local. Ça, c'est ce qu'ils racontent. Moi, je veux le voir. Je veux le voir dans le contrat. Moi, je veux pas les choses du Cameroun bavardent trop et on ne voit rien. La communauté, là, quelle est la convention qu'on a signée avec elle? Parce que vous êtes là, l'État a fait machin, 2, 3 sombres fonctionnaires ailleurs qui connaissent, ils connaissent même pas où ça se trouve. Mais ils ont dit qu'ils ont préparé les dossiers. C'est ces gars du coin là, les gars qui vivent là, à la Lobé là. On doit d'abord, c'est-à-dire que le premier acte, c'est d'abord de signer avec eux. Et dans le cas d'espèce, sur les 2-3 milliards que l'État perçoit, quelle est leur part? Eux-mêmes, ils touchent d'abord combien? Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que dans le bonus de signature là, les gars de la Lobé, ils ont combien? Si l'État perçoit 1200, 1800 milliards, ces gars-là doivent toucher au minimum 35%. D'abord, eux aussi. Parce que c'est le chez eux. Bien sûr. C'est le chez eux. Ils doivent d'abord toucher ça. Vous voyez comment on élève, on sort les gens de la pauvreté. Mais c'est ça notre objectif. On développe les gens. On sort les gens de la pauvreté. Ensuite, l'État du Cameroun, dans cette affaire, après, on peut faire les calculs, il y a le cours mondial du fer, etc. Mais les éléments essentiels, quelle est la quantité, quel est le pourcentage de fer qui sera transformé localement? Ben, nous, on n'est pas des gens de 1960. Quelqu'un me dit qu'il y a 630 millions de tonnes, c'est ça, non? Maintenant, il faut qu'il y ait au moins 210 millions qui soient transformés là. Minimum. Donc, il faut un complexe sidérurgique là. Est-ce que c'est dans la convention? C'est prévu?
Mais ces gars veulent développer le Cameroun. Ils ont comment? parlé quand même de 425 milliards d'investissements. 425 milliards d'investissements. d'investissement, c'est un appel, c'est un emprunt obligataire que le Cameroun peut faire. C'est rien du tout. Mais il faut que nous soyons des gens avec quand même un minimum de dignité et de sérieux. 425 milliards, c'est un emprunt obligataire que le Cameroun lance le lendemain matin. Même si je trouve que c'est une solution financière paresseuse. Nos banques là ont plus de 1000 milliards de surliquidité dont elles ne font rien. L'État du Cameroun a donc à disposition 3 fois au moins ce montant. Donc quelqu'un vient vous ajouter 425 milliards, vous avez l'impression qu'il a beaucoup d'argent. Mais 425 milliards, c'est des pipis de chat pour le Cameroun. Donc il faut que l'État, et je vais d'ailleurs arriver à ce point en finissant, il faut que j'aille vite pour que les autres puissent aussi. Alors donc, quelle est la quantité de fer qu'on va transformer localement? Minimum un tiers. Mais en réalité, pourquoi un tiers? On doit transformer au minimum, là, 65% de mon point de vue pour développer le pays. Pourquoi? Mais c'est parce que là, il n'y a plus de valeur ajoutée, le Cameroun gagne plus d'argent. C'est ça qui va éviter aux députés comme le Rap Kabal Libi d'être là à discuter de choses qui n'ont aucun sens. 33%, 60%. Non! Ils doivent construire une industrie sidérurgique là, sur place, qui transforme au minimum les 2 tiers de la production. Et là, quand on vend, vous comprenez très bien qu'on n'est plus en train de parler des petits montants dont on parle là. On parle de choses qui portent le développement du Cameroun. Et puis, ensuite, dans tout cela, quand vous construisez cette centrale-là, l'État lui-même, parce que là, après, on dit les Chinois, l'État lui-même, il a prévu qu'il va produire quoi à partir de ce fer? N'est-ce pas, ils ont dit qu'ils auront une usine de tracteurs, une usine de montage d'automobiles. Mais tout ce truc-là n'utilise pas le fer. Ces gens-là, on est en pleine construction du Cameroun. L'État a beaucoup de projets de construction, des ponts, des routes, des logements sociaux, non? Ils veulent encore importer le fer. Comment vous allez importer le fer alors qu'on a... Ce serait à quelques mètres de chez vous. Qu'est-ce que l'État a prévu? En fait, on a des gens qui sont assis à Yaoundé, qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas de vision. Vous savez, parfois c'est difficile de le dire comme ça parce que c'est quand même des adultes et c'est des gens qui ont fait des études sérieuses et qui sont compétents par ailleurs dans un certain nombre de choses. Et quand ils parlent, ce n'est pas des idiots. Mais ils ne réfléchissent pas sur le Cameroun. Ces gars ne réfléchissent pas du tout sur leur pays et c'est ça qui est grave. Autre chose, je vais passer au prochain cadre. Là, dans le cadre foncier, mon ami, de mon point de vue, la terre n'appartient pas à l'État au Cameroun. L'État a 60 ans. Les gens sont là à la lobée depuis des millénaires. L'État ne peut pas venir décider que lui, il a 15%, on donne 0,5% à cette population. Zéro. La loi devrait intégrer, et c'est là où j'interpelle dans les députés aussi, mais la loi doit intégrer que les gens qui sont propriétaires de la terre doivent toucher au minimum, ils doivent avoir d'abord un capital de 15% de ce qui s'installe là. C'est-à-dire qu'on crée ce que vous voulez. Sinosteel, Sonamine, prenez même que c'est les Américains ou je sais pas moi, les gens qui viennent de Mars, les gars qui sont là, donc c'est la terre, qui sont propriétaires historiques de cette terre-là. 15% du capital, d'abord. Et 15% du capital, puisque l'économie, c'est les ressources naturelles, les ressources humaines et le capital, ces gars-là, vous pensez que eux, ils doivent se mettre là, ils vous regardent. Vous créez une université spécialisée dans les industries métallurgiques, monsieur. Quel est ce pays qui négocie une affaire comme celle-là? Il n'y a aucune université qu'on crée derrière. Mais vous allez former vos ingénieurs comment? Vous allez former vos techniciens comment? Vous allez former les managers, les spécialistes de ce secteur comment? Et on dirait que les gars à Yaoundé, ils sont assis là, ils regardent seulement la télé, dans leur bureau. Et autre chose, ça c'est le cadre foncier et que l'État doit refaire. Vous installez, vous gérez, venez installer une mine, les propriétaires de la terre ont d'abord 15% dans l'entreprise. Et ces gens-là, vous leur accordez au minimum 15% des emplois. Vous venez occuper leur terre, eux, ils vont vivre de quoi? C'est ça. Et puis deuxième chose, quelqu'un vient, il veut exploiter une mine. Vous n'avez déjà pas d'électricité chez vous. C'est 425 milliards qui vont construire un vrai barrage. Millions, hein, c'est même pas milliards. 425 milliards de francs CFA. C'est ça qui va construire un barrage. Il faut construire, chercher comment ces gars-là vont produire l'électricité par eux-mêmes pour pouvoir alimenter cette affaire-là. Donc il y a l'université, il y a ce barrage. Et dans cette zone-là, les gens qu'on va soigner, on les soigne comment? Est-ce qu'on a prévu de construire un hôpital spécialisé là-bas? Puisqu'ils seront exposés. Ils seront exposés tout le temps. Est-ce qu'on a prévu ça? Et enfin, si vous voulez, l'impact. L'impact écologique et tout cela. Ces gens-là ont prévu de planter combien d'arbres? La reforestation. Ils ont prévu qu'ils vont planter combien d'arbres?
C'est-à-dire que, mais vous voyez comment, c'est comme ça qu'on doit approcher cette affaire. Et pour finir, parce que les autres doivent quand même parler, je n'ai pas la totale compréhension de cette affaire. Autre chose, dans cette zone-là, au-delà des arbres, au-delà de tout ça, dans cette zone qui va être exploitée, l'État a prévu de faire quoi en matière de prévention de ce que il peut y avoir d'autres minéraux. Alors, comme il peut y avoir d'autres minéraux, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans la convention qui dit que les autres minéraux éventuellement trouvés sur le site sont la propriété exclusive de l'État du Cameroun? Dans la loi des mines, c'est prévu quand même. La nouvelle loi des mines. Non, c'est ce que la loi dit. Mais vous suivez ce que je vais dire là où je vais. Il y a la loi qui dit un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que je le rappelle à dessein. Mais dans la convention, est-ce que c'est clairement défini? Et qu'est-ce que l'État, parce que pour moi, ce n'est pas le fait de que ça existe. Qu'est-ce que l'État a prévu pour exploiter tout ce qui sera trouvé? Donc, alors, Sinostil va s'installer, faire du fer, exploiter le fer. Pendant ce temps, s'il trouve autre chose, je dis n'importe quoi, il trouve du cuivre associé ou du manganèse associé. Vous avez prévu de faire quoi avec? On va stocker, on va jeter dans la mer. En fait, c'est cette lacune que accuse l'État du Cameroun, qui montre clairement que vous n'avez pas... C'est un peu... Ça peut paraître dur ce que je dis, mais c'est agaçant de répéter les mêmes choses depuis des décennies. Et les gens sont là, ils font comme s'ils ne comprennent pas que ce pays est le leur, ils n'ont pas un autre pays, et qu'ils doivent se battre pour que ce pays se développe. C'est quand même agaçant. Merci pour cette première prise de parole qui éclaircit les différents chantiers autour de cette affaire de Sinostil et État du Cameroun dans ce qui s'apparenterait normalement à un gros éléphant blanc. Alors, Mandeki Marcus, dites-nous, est-ce que l'État du Cameroun aurait pu négocier mieux que ce qu'il a eu? On parle de 1000 emplois indirects, 600 emplois directs, près de 423 millions par an et un total d'1,150 milliards au bout des 50 ans. L'État du Cameroun aurait pu-t-il s'en sortir avec mieux? Ben oui, je ne vais pas revenir sur les propos de Dr Yams qui a si brillamment développé un certain nombre d'éléments. Mais il faudrait noter que ce débat, le débat que nous faisons aujourd'hui, aurait pu se faire bien avant la signature du contrat entre le ministre des Mines et cette entreprise-là. Je crois même que dans un pays un peu plus sérieux, le débat se serait porté au niveau de l'Assemblée nationale pour que les députés qui sont censés avoir dans leur cabinet des personnes expertes dans divers domaines puissent davantage apporter un certain nombre d'éclaircies. Parce que ce que le député Krabat Déby a fait, il faudrait déjà s'en féliciter. Qu'un député, même si on peut noter un certain nombre de manquements, de toutes les manières, c'est tout à fait normal. Lorsqu'il y a débat, lorsqu'il y a une réflexion, chacun peut toujours trouver des manquements ou bien un certain nombre d'appréciations sur la réflexion qui est menée. Moi, je dis oui, on aurait pu mener cette réflexion autrement, c'est-à-dire faire intervenir les véritables personnes expertes de diverses sciences, des sociologues, des géographes, des financiers et bien d'autres pour qu'on puisse avoir une certaine approche. Mais nous avons peut-être la chance aujourd'hui que le président de la République ne se soit pas encore véritablement prononcé. Donc, comme pour dire que ce contrat-là peut véritablement être remis en cause, pourquoi pas être réactualisé pour que nous apportions un certain nombre d'éléments qui puissent permettre au Cameroun de jouer véritablement sa partition. Une nouveauté à mettre à l'actif du nouveau code minier. Mais ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le Cameroun, quand on va dans un marché de négociation, on a des éléments à faire valoir. Est-ce que le Cameroun avait des éléments à faire valoir contre Sinostil, qui, on le rappelle quand même, est une giga entreprise à travers le monde? On parle de 65 filiales, 49 en Chine et 16 disposées à l'étranger. On allait quand même en... Non, c'est pas ça qui soit impressionnant. Nous avons la force avec nous, puisque c'est nous qui avons le produit. Oui, mais on ne l'exploite pas. On ne peut pas l'exploiter, ce produit. Qu'est-ce qu'on en fait? Peu importe, c'est nous qui avons le produit. Ça veut dire que c'est nous qui avons la force en matière de négociation. Et puis, ce qu'il faudrait noter, c'est quoi? C'est que on a cette mauvaise habitude-là de n'être qu'impliqué que ceux avec qui on a un certain nombre
de rapports amicaux et autres. Il faut noter que les Camerounais à travers le monde entier, c'est une expertise diverse très très énorme. Je vais dire ici, il faille rechercher véritablement les Camerounais qui pouvaient apporter, qui pouvaient faire peser sur la négociation. Ceci allait être très 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 énorme. Moi je dis, il y a deux éléments qu'il faudrait noter encore en termes de manquement. Le manque de vision. Est-ce que véritablement ceux qui avaient la charge de pouvoir mener les négociations avec une vision assez suffisante pour pouvoir mener à bon port ce projet, est-ce qu'il y avait une véritable volonté politique à pouvoir non seulement émanciper notre environnement local, je veux dire le coin où l'exploitation est en train de se faire. Moi, j'ai un exemple dans l'Oncam, où je suis originaire, où il y a une UFA qui a été attribuée à un opérateur. C'est-à-dire, les gens vont à Yaoundé, prennent le OK du ministre et viennent dans nos villages, sur nos terres, nous imposer. C'est-à-dire, lorsque nous leur disons, nous allons définir un cahier de charges, ils nous disent, fichier local. Nous, on a déjà notre... c'est déjà fait depuis on a déjà notre OK à Yaoundé. Ce qui fait que les gens viennent prendre des millions et des millions de ressources chez vous, et quand ils repartent, aucun développement. C'est-à-dire, les ponts ou les ponceaux qu'ils vont fabriquer seront en matériaux provisoires. Ouais. C'est-à-dire qu'après l'exploitation, tous ces ponts-là vont s'affaisser. Et ils vous empêchent de mener vos activités dans vos villages parce qu'ils disent qu'il peut y avoir des risques d'accident. Donc vous ne faites plus la pêche, vous ne faites plus l'élevage, vous ne faites plus rien du tout. Vous n'allez même plus dans vos villages parce qu'ils disent que si vous conduisez des gaz, il y a des risques. Donc il faudrait quand même qu'on prenne en compte les éléments locaux. Est-ce que les populations qui vivent sur les terres qui doivent être exploitées ont été consultées? Est-ce qu'il y a eu une étude le ministre, environnementale? Je réponds directement à ce point parce que le ministre, après les moultes revendications, est sorti quand même pour faire pour apporter des précisions quant à ce contrat. Ce dont vous parlez, le fait que vous relevez au CAM est condamnable par la nouvelle loi des mines qui prévoit, selon son principe de la transparence extractive, que les tripartites entre les sociétés civiles, les populations riveraines, l'État et l'entreprise exploitante sont censés s'asseoir et c'est après seulement que le contrat peut être signé. Oui, mais je dis c'est extrêmement compliqué lorsque vous êtes sur le terrain. Entre peut-être ce qui est noté dans des écrits et la réalité sur le terrain, l'écart est très énorme. Parce que vous avez des autorités administratives même qui ne jouent pas en faveur des populations. C'est-à-dire, si vous allez voir le préfet, le sous-préfet, ils vont être du côté de l'investisseur parce que, bien sûr, il y a des pots de vin et tout ça. Je dis, c'est extrêmement compliqué. Il faudrait quand même que nous soyons grandis. Le Cameroun a des potentialités beaucoup plus sur le plan humain. Je ne vais pas revenir sur les richesses diverses que nous avons, mais je dis sur le plan humain, nous avons assez de potentialités pour pouvoir mener des négociations qui permettront au Cameroun de se développer, du moins sur cet impact-là au niveau de cette exploitation minière qui est une opportunité énorme pour le Cameroun, mais qui pourrait se transformer en guerre pour nous. Parce que vous savez, lorsque tout est mal exploité, lorsque vous créez des frustrations sur le terrain, par exemple, si les populations locales ne bénéficient pas de manière directe ou indirecte de cet investissement-là, cela va créer des guerres, cela va créer des frustrations et à la limite, cela ne va pas permettre véritablement que le gain que nous aurons obtenu de cette exploitation-là ne puisse pas permettre au Cameroun de se développer. Donc je crois qu'il faudrait redéfinir ça, il faudrait que l'État du Cameroun dépose le dossier au niveau du Parlement pour que cela puisse se discuter, qu'on tienne également en compte les avis des uns et des autres au niveau de vos plateaux radio et télé, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de connaître, de côtoyer le ministre ou bien tout autre grand commis de l'État. Il faudrait que l'opinion du petit Camerounais soit prise en compte, parce que ceci peut permettre quand même que l'implémentation de ce projet-là puisse avoir un véritable impact socio-économique pour notre pays. Voilà qui est bien dit. Le Cameroun, Pépin Bikaï, a-t-il été dupe dans cette affaire ou alors on n'a que ce qu'on mérite? C'est une question difficile. Hein?
en fait, les difficile de se prononcer de cette manière-là. Mais est-ce que les Chinois nous ont dupés? Est-ce que ce n'est pas en toute âme et conscience qu'on y allait parce qu'on a les mains dans les fers, littéralement? Quel qu'en soit le cas, mes prédécesseurs l'ont si bien rappelé, on n'a pas encore la culture des négociations dans les contrats miniers. Je pense que, si je ne m'abuse, on a une cartographie assez dense, plus ou moins dense, des minéraux qui se trouveraient sur l'ensemble du territoire. Je pense si jeune, on parlait déjà de l'exploitation de la bauxite de Mini-Matap et de Fongo-Tongo. Et je pense jusqu'à date, malgré les études qui ont été préalablement effectuées dans cette zone-là, c'est Mini-Matap, c'est dans la zone d'Engaoundal, on n'a pas encore parachevé le contrat qui permet à la société, je pense, australienne ou brésilienne, je pense, qui devrait exploiter ce minéral-là. Donc, on n'a pas cette culture, de toutes les façons. Et que dans ce domaine-là, je pense qu'il n'y a que 4 pays qui sortent la tête de l'eau, avec leur grosse espérance, je pense, l'Afrique du Sud, le Canada, l'Australie et les États-Unis, qui ont tout un arsenal juridique assez clair, les permettant de mieux exploiter leurs ressources naturelles. Dans notre contexte à nous, nous sommes dans les balbutiements de toutes les façons. Et vous voyez la manière avec laquelle ce contrat a été mené. On vous dit dans un premier temps que les études géotechniques ont été faites par justement Sinosteel. Et comme par un coup de baguette magique, le même Sinosteel est l'adjudicateur du projet. Ce qui semble être un peu incompréhensible parce qu'en réalité, on est en train de dire que l'entreprise qui va exploiter ce minerai est celle-là qui a mené les études et qui a fourni les statistiques à l'État du Cameroun. Et il y a un peu cette manie de faire, parce qu'en réalité, nous sommes sur un long bassin ferrugineux qui va jusqu'au sud-est du Congo. Parce que Mbalam, par exemple, c'est le même bassin. Et ce qui faisait la particularité du fait de Mbalam, c'était sa teneur. Mais malheureusement, lorsqu'on revient en amont, vers la mer, en aval, je veux dire, on se rend compte que la teneur a diminué. Parce qu'il y a tout se joue également au niveau du pourcentage de fer à l'intérieur de ce massif. Donc, lorsqu'on parle de 33, forcément, ça donne l'impression que c'est un peu comme le bois et la suie. Ça veut dire que pour obtenir les meubles à partir de la suie, il fallait encore qu'on ajoute certaines composantes. En fait, c'est ce que ça veut dire pour être simple. Donc, on veut dire que vous avez un minerai qui est de grande quantité, 630 000 tonnes, millions de tonnes, mais qui n'a pas une forte teneur. Du coup, ça ne peut pas avoir une forte valeur marchande. Et il y a donc les techniques de pouvoir enrichir le minerai afin que le minerai puisse avoir sa valeur. Du coup, vous avez comme besoin que vous vendez une ressource naturelle qui n'a pas de valeur. Et donc, il faille s'en débarrasser. En réalité, c'est ça l'idée. C'est juste une impression ou bien c'est vraiment ça? Dans la lecture, parce qu'en réalité, tout se joue au niveau du pourcentage. 33%. On a au moins un déficit de 67%. Donc forcément, ce n'est pas un minerai de grande valeur. Du coup, il peut être bradé. Donc voilà un point quand même à mettre à l'actif justement dans cette négociation. Voilà un point sur lequel on peut s'appuyer pour comprendre que en réalité, ce n'était pas ça qui devrait revenir en premier. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a des manquements. Même la première communication du ministre. Vous avez vu avec laquelle légèreté il a pu communiquer sur la signature de cette convention-là, avant de se reprendre, de se raviser, et de mener une bonne communication assez posée, avec des éléments techniques, avec l'appui de ses collaborateurs, notamment le directeur de Sonami. Mais quel qu'en soit les cas, il y avait déjà une sorte de pression, de bouclier qui venait de la société civile et des parlementaires, comme la communication de Libye. L'objectif de la communication de Libye, justement, ce n'était pas de savoir, de dire qu'il a bien fait ou l'a mal fait. Mais quand même, il y avait cette émulation-là. Parce que, comme on dit au quartier, il a essayé de mettre l'ensemble de ses concitoyens au travail. Il a fait une mauvaise communication. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la communication soit bonne? Et tout le monde s'est mis au travail pour essayer de dire, OK, ce que tu as fait, on aurait. Aujourd'hui, on parvient quand même à avoir un certain nombre d'éléments sur cette communication. Bon, maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'on a été floué? Déjà, il y a notre passé qui ne plaide pas notre avantage. On n'a pas la culture des scientifiques des conventions minières. On n'a même pas encore exploité une mine depuis que nous sommes nés, parce qu'il faut oublier la ruée de l'or à Ezeka après la catastrophe de 2016. On disait qu'il y avait de l'or. Les gars ont creusé les trous dans toute la ville. Je ne suis pas sûr qu'ils en ont trouvé. Et jusqu'à présent, aider à éjoncher des trous. Parce que les gars étaient contents pour moi. éjoncher de trous à la recherche des pépites d'or.
bon, on nous disait que non, la vraie or est en bas. Donc il faut continuer. C'est quel que soit les cas, Ezek a appelé à disparaître parce qu'ils se disent que la vraie or est à l'intérieur du sous-sol. Donc on n'a pas cette expérience-là dans un premier temps. Dans un second temps, on a peut-être fleuré l'opportunité de pouvoir acquérir une très belle expérience avec l'exploitation du mine diamantifère de Mobilon. Je pense que c'est aussi un contrat qui est passé sous silence. On a octroyé aux Coréens, aux Sud-Coréens, et qui l'exploitent. On ne connaît pas les statistiques exactes. Mais ce qui a contraint le Cameroun à intégrer l'initiative litier, c'est-à-dire pour la transparence des industries extractives, dans l'optique de pouvoir avoir un accès sur le marché international avec une traçabilité claire des diamants qui sortiraient du site de Mobilon. Donc, pour le cas du fer de Malang, de la Lobé, je pense pour le moment, à moins que les éléments que mes compagnonnistes essayent de soulever sur le plateau aient une certaine clarification. Parce que le risque, c'est quoi? Le risque, c'est qu'à terme, on puisse avoir une paysannerie chinoise installée dans une partie du Cameroun, dans l'optique d'exécuter un contrat gagné par une entreprise nationale, parce qu'il faut le dire, Sinosteel est une entreprise nationale avec une segmentation des activités et une extraterritorialité, comme c'est le cas actuellement avec les 14 entreprises, forcément la 15e qui sera créée au Cameroun. Donc, la 16e. La 16e, autant pour moi. On risque d'avoir cette paysannerie qui déferle sur les frontières camerounaises et avec ce rejet. Pas de xénophobie, mais en réalité, lorsque tu te sens un peu inutile dans un espace qui est le sien, mais où les autres viennent de très loin pour trouver de l'emploi, c'est normal que ça puisse créer des tensions. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Chine, c'est quand même 65% de sa population qui vit en milieu rural. Et qu'aujourd'hui, l'objectif pour le gouvernement chinois, c'est de pouvoir trouver des solutions alternatives pour que ce milieu rural ne soit pas un point d'explosion par rapport à l'équilibre social prédéfini par le Parti communiste chinois. Voilà. Donc il faut en tout prix créer les débouchés, comme ça s'est passé à l'époque de l'impérialisme, pour essayer d'envoyer le maximum de la population chinoise vers des autres contrées. Et les conventions comme Sinosteel, comme ceux signés par Sinosteel, répondent au moins pour plus de la moitié à cette vision-là. Donc, il faudrait qu'il y ait des balises, c'est-à-dire le nombre exact de nos de nos partenaires chinois qui sont appelés à travailler dans cette mine dans les 10 premières années, les 20, accessoirement les 30 dernières années. Et à la limite, le nombre de Camerounais qui sont appelés à travailler. Parce qu'en réalité, il faudrait qu'on arrive à un pourcentage de 80-20 à terme. C'est-à-dire 80% des Camerounais qui travaillent dans la mine et 20% des expertises chinoises. D'accord. Alors, on rappelle quand même que c'est un contrat qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Parlons de l'aspect juridique dont a fait ébauche tout à l'heure Dr Yamb. Ce contrat a respecté au moins pour le cadre, on va dire, textuel, les dispositions légales prévues dans le nouveau code minier au Cameroun, celui de 2021. Bonjour, Maître Franklin, pris dans l'ambiance du débat. Allez, bonjour à tout le monde et mes amitiés à l'ensemble des co-panélistes. Mes salutations chaleureuses à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent. Je dois dire que le sujet, le thème tel que tu l'as libellé m'a renvoyé à mes études parce qu'il était important pour se prononcer sur une question aussi technique d'aller rechercher exactement quels sont les termes, parce que si on ne sait pas avec exactitude ce qui aurait pu être fait ou ce qui aurait dû être fait au regard de la loi, on ne peut pas apprécier l'écart qu'il y a entre cela et ce qui a précisément été produit dans la convention. Ce qu'il faut savoir, c'est que la question du fer de la Lobé ne s'est pas posée pour la première fois avec Sinosteel. Des études avaient déjà été faites à l'époque du Premier ministre Inoni. On devait être entre 2006 et 2008. Donc il y avait une première négociation et des travaux de recherche portant sur le fer de Kribi avaient déjà
rendu un premier rapport qui faisait état de ce que le fer qu'on devait exploiter de là avait une teneur de 46,7%. À cette époque? Oui, entre 2006 et 2008. Selon l'expertise réalisée. L'expertise réalisée disait que le fer qu'on devait sortir de là avait une teneur brute de 46,7%. La convention qui a été signée relève que la teneur de départ, c'est 33%. D'accord. Il y a quand même un gap entre 2006, d'abord, en termes d'années, entre 2006 et 2022 quand même. Oui, je dis simplement, sans avoir l'expertise pour affirmer que peut-être le temps diminue, parce que je n'ai pas la capacité, je n'ai pas les compétences pour dire que de 2006 à 2020, la teneur en fer a baissé ou augmenté. Je ne sais pas si avec le temps ça baisse ou ça augmente. Je me borne simplement à faire observer. Voilà. Je me borne simplement à faire observer que... Le géographe nous dira peut-être... Oui, le temps géologique, c'est le milliard d'années pour les modifications géomorphologiques. Ça veut dire quoi concrètement? Que ça augmente? C'est impossible de dégraisser de cette manière-là. Parce que même le phénomène de lessivage, la percoration, qui est l'une des techniques d'infiltration des eaux, est une technique qui est très lente sur le million d'années. Ça veut dire que pour que l'eau perce une roche, il faudrait qu'on s'inscrive sur le million d'années. Ok, donc David expert, il est difficile de passer de 46,7 à 33 en si peu de temps. En 10 ans. Voilà. Donc David expert, moi j'ai la faiblesse de ne jamais me prononcer sur les sujets dont je n'ai pas la totale maîtrise. Je ne fais jamais ça. Donc je me borne simplement à dire qu'on est passé de 46,7 à 33. Ça, c'est le premier écart. Donc, il y a d'un point de vue arithmétique des questions à se poser, de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Ça, c'est le premier élément que je voudrais relever. Ensuite, il y a, et ça, je le relève juste pour, d'entrée de jeu, dire que l'ensemble de la convention fait peser quand même sur les acteurs du côté camerounais un certain nombre de doutes légitimes. Et voilà pourquoi j'entre par ce petit détail-là. Mais on va revenir à l'aspect juridique stricto sensu. Alors, l'article 27 de la convention qui a été passée entre l'État du Cameroun et l'entreprise, la filiale camerounaise de l'entreprise Sinosteel, stipule que l'État reconnaît, ça c'est l'alinéa 1 de l'article 27, l'État reconnaît par les présentes que la Convention, ses annexes et l'ensemble des informations relatives à l'exécution de la présente Convention font l'objet d'un traitement confidentiel par les parties. Ils constituent des secrets industriels. Ça, c'est ce qui est dans l'alinéa 1 de l'article 27. Alinéa 2. L'État garantit à l'entreprise Sinosteel Cameroun SA qu'aucun de ses agents ou fonctionnaires n'est censé communiquer ses secrets industriels sans l'accord préalable et écrit de Sinosteel. Ça, c'est ce qui est dans l'article 27, dans ses alinéas 1 et 2. Or, l'article 6 de la loi du 11 juillet 2018 portant code de la transparence de la vie publique et de la gouvernance de la vie publique et dans la gestion des affaires publiques, il est stipulé clairement que les contrats entre l'administration et les entreprises publiques ou privées, notamment les entreprises d'exploitation des ressources naturelles, sont clairs et rendus publics. Ces principes valent autant pour la procédure d'attribution du contrat que pour son contenu. Donc, d'un point de vue simplement juridique, il y a une violation de la loi. C'est-à-dire que la Convention, dans son article 27, ne peut pas légalement stipuler le secret, alors que la loi au Cameroun dit que les conventions signées, surtout les conventions d'exploitation naturelle, de richesse naturelle, doivent être rendues publiques. Ça veut dire en fait que d'un point de vue juridique, la partie camerounaise s'est engagée auprès de la partie chinoise à informer les citoyens camerounais que lorsque le co-contractant chinois aura donné son approbation écrite. C'est-à-dire que c'est en fait à se demander si le ministre qui a communiqué n'a pas demandé une autorisation écrite à la partie chinoise pour communiquer comme il l'a fait. C'est à se demander légitimement à la lecture de l'article 27 dans ses alinéas 1 et 2. Donc, il y a clairement matière
à se poser des questions de ce point de vue-là. Maintenant, pour continuer l'analyse juridique stricto sensu, parce qu'il y aura une partie qui va concerner dans mon propos ce qu'on aurait pu gagner, la partie financière et économique. Oui, on reviendra là-dessus. Mais je voudrais qu'on s'appréhendisse profondément sur les questions d'ordre juridique. Alors, du point de vue juridique, bon, j'ai entendu, mais je préfère corriger tout de suite pour qu'on ne nous accuse pas de procès d'intention. Le permis de recherche, Oui. le permis de recherche a été délivré à l'entreprise Sinosteel en 2008. En 2008, la loi qui régissait le code, qui faisait office de code minier au Cameroun, stipulait clairement que lorsqu'on donne le permis de recherche à une entreprise... 3 ans d'exploitation renouvelable 2 fois. Non, cette entreprise-là est automatiquement adjudicataire du marché si plus tard elle trouve quelque chose. Parce que c'est cette entreprise qui met son argent. C'est-à-dire que quand on vous donne le permis d'exploiter, tout ce qui est fait, c'est à vos frais. Tout. Donc la loi prévoyait ça jusqu'à ce qu'il y ait le code de 2016 qui est venu corriger. Donc l'entreprise chinoise ayant eu le permis de recherche en 2008 et la loi n'étant pas rétroactive, l'État a donc agi conformément à la loi en lui permettant plus tard de postuler et même de gagner le marché. Parce que la nouvelle loi n'a pas abrogé l'ancienne. Pour elle, qui a eu le permis de recherche avant la nouvelle loi en 2008. Donc, de ce point de vue-là, on peut pas faire le reproche. Maintenant, c'est juste pour vous lancer. Là, maintenant, on est d'accord qu'entre 2006 et 2008, le pourcentage était de 46%. Et qu'en 2020, avec la même entreprise... Ce n'est pas Sinosteel qui avait fait le travail de recherche de 2006 à 2008. Les premiers travaux de recherche n'avaient pas été faits par Sinosteel. On se comprend un peu. Nous sommes d'accord. Oui, ce n'est pas par Sinosteel. Sinosteel arrive après et dit plutôt 33%. On se demande pourquoi est-ce que le Cameroun n'a pas commandé une contre-expertise pour... Parce qu'il faut le rappeler, le Cameroun a commandé une contre-expertise, a pris un cabinet d'audit qui va contre-expertiser la facture qui a été présentée par Sinosteel au sujet de la recherche. Et je sais pas si on se comprend. Parce que quand vous avez fini la recherche, vous présentez la facture à la partie camerounaise qui va mettre en place une politique fiscale vous permettant d'amortir, je crois que c'est 1,2% par an, qui va permettre d'amortir tout ce que Sinosteel a dépensé dans le cadre de la recherche. Donc, la facture a été présentée. Le Cameroun a émis des réserves. Sinosteel a commandé via une Pricewater, a commandé un audit qui a rendu son rapport sur leur facture. Mais vous demandez à quelqu'un qui a présenté une facture de présenter l'audit, elle va commander l'audit qui va confirmer ce qu'elle vous a dit. Donc, le Cameroun a donc commandé une contre-expertise. On en attend les résultats. Ce n'est qu'après ça que le Cameroun va déterminer donc derrière comment amortir, enfin la facture finale et comment l'amortir. Donc ça, c'était pour relever, parce qu'on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain, que Sinosteel a gagné le marché de façon extrêmement réglementaire d'un point de vue légal. Alors, il faut relever que le code minier au Cameroun de 2016 prévoit clairement que lorsqu'il y a une convention comme celle-là, minière qui est passée entre le Cameroun et un particulier, l'État du Cameroun a automatiquement et sans condition 10% des parts de l'entreprise. Mais on peut aller jusqu'à 35%. C'est-à-dire que la partie camerounaise avait les outils pour négocier au moins 35, enfin jusqu'à 35%. Donc ajouter 25% de parts pour l'État du Cameroun. Ce n'est pas juste l'aspect financier. Vous allez comprendre pourquoi les 35% là sont névralgiques. Il y a l'aspect financier, c'est vrai. Extrêmement important. C'est économiquement névralgique. Mais écoutez, les textes OHADA qui régissent les entreprises de notre zone économique disent que pour avoir la minorité de blocage, il faut avoir environ 33%. Donc, en ne négociant pas au moins 33%, le Cameroun perd 33%, au moins 33%. On perd la possibilité d'agir. Minorité de blocage, pour ceux qui connaissent la gestion d'une SA, c'est quelque chose de fondamentalement important. Donc, on aurait dû au moins aller chercher la minorité
de blocage. Mais pire. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'avoir, ça c'est ce que la loi dit, on peut négocier jusqu'à 35%. Oui. Qu'est-ce qui a empêché le Cameroun d'y aller? C'est-à-dire que est-ce qu'on avait les mains véritablement déliées pour négocier avec Sinosteel? Absolument. Absolument. Vous vous dites bien que une société de l'envergure de Sinosteel n'est pas seulement en train de faire de l'argent, elle fait aussi de l'implantation géostratégique à travers le monde. Donc ça compte pour elle d'exploiter ça et de commencer à exploiter dans un pays où elle sait précisément qu'elle va trouver d'autres choses, soit là-bas, soit ailleurs. Et donc, il fait bien pour cette entreprise-là d'avoir des rapports privilégiés avec le Cameroun. Si on leur donne bien ici, ils vont être tranquilles pour négocier avec nous ailleurs. Nous sommes une terre de richesse naturelle. Donc, même seulement d'un point de vue de psychologie économique et politique, on avait les coudées franches pour négocier. Mais je vais te surprendre. Les textes OHADA stipulent également que pour ouvrir une procédure contentieuse d'expertise de gestion, il faut avoir au moins 20% d'action. C'est-à-dire que tout ce que ces gars-là font, on ne pourra même pas venir demander au juge, s'il te plaît, on veut contrôler si leur gestion là est bonne. Parce que nous ne sommes pas actionnaires. On est actionnaire seulement à 10%. Il faut avoir 20%. Même 20%, tu es minoritaire. Mais au moins à 20%, la loi prévoit que tu peux aller voir le juge. Tu dis, bon, ordonne que les gars là nous donnent tous leurs papiers. Nous, on veut expertiser leur gestion de notre fer. On ne peut même pas faire ça. On ne peut même pas faire ça. 20% nous aurait permis, c'est-à-dire que, d'accord, laissons 33% minorité de blocage, encore que je ne sais pas pourquoi on laisse, mais 20% nous aurait permis au moins de contrôler ce qu'on fait. Vous allez comprendre tout à l'heure, quand on va analyser les conséquences économiques, ce que ça nous fait perdre comme outil de contrôle et de vérification. Parce qu'une fois que tu ne peux pas demander ça, nous sommes en matière de fiscalité, dans le régime de la déclaration. Ça veut dire que les gars vont déclarer ce qu'ils veulent. Tu ne peux même pas contrôler. Mais est-ce que le fait pour nous d'avoir un directeur général adjoint n'est pas ne peut pas être ou alors il est juste factice à ce manquement relevé là? Mais on peut organiser l'entreprise de sorte qu'un certain nombre de papiers échappent au directeur adjoint. C'est aussi vrai. C'est ma chance. Vous me demandez conseil, cette entreprise vient me demander conseil, je n'ai pas besoin de 15 minutes pour leur dire ce qu'il y a à faire pour que le DGA soit comme le Premier ministre. Non. Du Cameroun. Non, merci. Non, par contre. Peut-être notre pays. Le Premier ministre, je ne sais pas de quel pays. Merci. C'est malin ça. Disons le Premier ministre. Alors, quel que soit le pays, c'est un type important. Voilà. Disons simplement. On va revenir avec vous tout à l'heure. Je voulais préciser quelque chose. Oui, allez-y, rapidement. J'entends ce que Dr Yam Timba veut dire quand il dit que c'est quelqu'un d'important. Oui, c'est quelqu'un d'institutionnellement important, mais de techniquement inutile. Nous, en droit, on a l'habitude de dire que c'est le primus inter pares, c'est le premier parmi ses pairs, il n'est rien d'autre que ça. Parce que même déjà dans le processus de sa nomination, si on prend l'exemple de la République du Cameroun, il devrait être nommé avant par un décret spécifique, et puis après proposer le gouvernement, former son gouvernement, le proposer dans la République, comme par exemple c'est le cas. Même là-bas, on sait très bien d'ailleurs. On a souvent rappelé au président, que ce soit dans ce mandat ou dans l'avant-dernier, qu'il était un faire-valoir. Mais bon, c'est un détail. Ce que je voulais dire simplement, c'est que nous avons, dans cette convention-là, un certain nombre d'éléments juridiques, on n'a pas fini, qui permettent de se poser la question, pourquoi autant de plaventrisme? Pourquoi autant de génuflexion dans la négociation contractuelle d'un point de vue juridique face à un co-contractant chinois qui lui s'est organisé pour prendre tout. Mais alors, tout ce que notre code lui permet de prendre, il a tout pris. Le co-contractant... J'espère que je répondrai à ça. Le co-contractant chinois a tout pris. Tout ce qui lui était permis, il a tout pris. Alors, donc, on a je sais pas pourquoi. D'ailleurs, il y a un autre aspect juridique. Oui, juridique. Je finis juste là sur cet aspect juridique. Il y a un autre aspect juridique. C'est que dans la convention que le Cameroun prend avec l'entreprise de Sinosteel, ils vont construire une usine d'enrichissement du minerai de 33 à 60%. Ça va être construit dans la zone.
Ils vont construire une centrale à gaz pour répondre à la question de l'énergie, d'une production de 60 MW. C'est prévu. Ils vont construire un pipeline. Ils vont même construire, dans la convention, on a prévu ça, un terminal minéralier au port autonome de Kribi. Bon, déjà relevé que le port autonome de Kribi est en train de procéder à une levée de fonds pour construire ça. Donc je ne sais pas si on va faire un doublon en ce moment. Non, et l'État est supposé le savoir. C'est le projet d'ailleurs. Mais, en marge de cette observation, il y a quelque part dans la convention là où on mentionne que cependant, toutes ces infrastructures appartiennent au co-contractant chinois. C'est-à-dire que tout ce que je viens de citer là, c'est la propriété du co-contractant chinois. Le Cameroun a simplement un droit de préférence au moment où ils vont partir pour racheter ça. Ouais. C'est-à-dire que... Le droit de premier refus. Oui, ils peuvent s'organiser pour rendre l'acquisition complexe et vendre à quelqu'un d'autre. Donc, d'un point de vue juridique, il y a quand même matière à se demander pourquoi on a accepté d'écrire tous ces articles. Alors, en quelques mots, c'est ça. Comment vous réussirez à dire pourquoi est-ce qu'on a réussi à traiter? Mais la question, elle est un peu plus intéressante. Alors, dans l'analyse du député Cabral Libby, il mentionne les prix du kilogramme acheté par Sinosteel et vendu au niveau de la scène internationale. Il parle de 2300 pour le Cameroun et 95 000 quand même. Alors, 2300 lorsque c'est vendu enrichi à 33%. Oui. 95 000 lorsque... Non, c'est 95 000 quand c'est à 33%. 33% c'est 2300. Pour le Cameroun. Pour le Cameroun, oui, 95 000 pour le marché international. Alors, est-ce que cette lecture n'est pas un peu simpliste quand même? Est-ce que le Cameroun peut vendre son fer au niveau international? Non. Voilà. C'est pas ça le problème. Laissez les députés Cabral Libby. Non, on n'est pas au niveau du député, mais puisqu'il nous donne des éléments d'analyse, on veut parler justement de ça. Je comprends votre question. Voilà, pour qu'on comprenne si oui ou non. En fait, c'est que les gens ont engagé une grosse polémique autour du député Cabral Libby. Laissez-le tranquille. Il a fait ce qu'il pouvait faire avec les moyens dont il dispose. Nous devons au minimum lui dire merci au moins d'avoir engagé le débat. On n'a rien contre le député. Non, pas vous. Vous êtes quelqu'un qui dit voilà quand même ce qu'un député a dit. C'est ceux qui ont commencé à dire comment il était bête, comment il ne savait rien, comment il était nul. Oui, mais vous voulez qu'il sache tout. Les choses sur lesquelles il est expert, il les dit tous les jours, vous n'écoutez déjà pas. Celles-là sur lesquelles il a le mérite d'avoir lancé le débat, vous voulez en même temps l'écraser. Il faut quand même comprendre que son rôle de député, c'était ça aussi. C'est-à-dire initier le débat, attirer l'attention des gens sur quelque chose. Non, la raison pour laquelle on s'est mis à plat ventre, on s'est mis devant, on a procédé aux génuflexions devant les Chinois, c'est une raison toute simple. Cher maître, une raison toute simple. Manque de personnalité. Ça va vous paraître bête, mais il y a un tel manque de personnalité de la plupart des hauts responsables d'Afrique. Quand ils sont devant les Blancs, vous n'en revenez pas, hein, ou des Chinois, devant des étrangers. Vous avez l'impression que ces gens-là, qui sont capables de devenir des lions et de vouloir vous découper en quatre, que dès qu'ils sont devant des Blancs, des Chinois, des Judos, ben, tout de suite, ils deviennent atones et aphones. On vient de voir que la loi était pourtant de leur côté, non? Mais il n'y a même pas une question. D'abord, il y a cette première chose, c'est que c'est un manque de personnalité. Et manque de personnalité, c'est quelque chose de holistique. C'est-à-dire que la capacité déjà à s'exprimer. Et deux, je vous l'ai dit, les gens passent le temps à regarder la télé dans leur bureau. Ils ne travaillent pas. Mais c'est leur président qui dit ça, non? C'est le chef de l'État qui dit ça, leur chef qui dit ça. Non? Il dit qu'il y a inertie. L'inertie, c'est quoi? Et qu'on ne travaille pas. Les gens ne travaillent pas. Et d'ailleurs, même cette loi sur tout ce qui concerne toutes les lois autour des mines, autour des ressources naturelles, mais sont d'un anachronisme qui frise le crime. Mais comment pouvez-vous faire des lois dans lesquelles vous excluez totalement les propriétaires des terres historiques? Vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais qu'il faut que les propriétaires des terres historiques aient au moins 15%. Mais Dr Yam, la révision de la loi de 2016... Est-ce qu'on dit là-bas que les propriétaires des terres historiques ont 15%? Bah, on ne définit pas clairement, mais on dit qu'elles ont part... c'est ça l'autre problème de la loi. C'est pas précis dans la plupart du temps. Dr Yam, c'est pas précis. La question, le problème de la loi là, de la loi actuelle là, c'est que comme il y a une modification de l'ancien code,
juridiquement, ça a abrogé tous les textes annexes qui gravitaient autour de la loi. Ça, je Et le comprends. président n'a pas encore pris de décret d'application. Voilà pourquoi cette affaire-ci est un piège à crabe. Quand nous parlons... On aurait dû, et il a raison, on aurait dû Merci. toiletter la loi. C'est-à-dire que l'encadrer de décrets d'application permettant l'exécution normative, permettant l'exécution concrète et avantageuse pour le Cameroun dans la signature de pareilles conventions. Quand on vous dit par exemple qu'il y aura 15% du produit, 15%, c'est dans la convention, 15% du produit sera vendu sur le marché local enrichi à 60%. Donc l'usine d'enrichissement là, quand ils ont fini le travail, c'est passé de 33 à 60%. 15% seront vendus sur le marché au Local. Cameroun. Et 85% exportés. Oui, et 85% enrichis à 60% exportés. Même ça, il n'y a pas de décret d'application qui dit comment ça va se gérer, parce qu'il faut un décret C'est une d'application. faiblesse. Et deux, on n'a pas d'entreprise sidérurgique pour transformer ça en acier. Et c'est là Il y a toute la... même- on va et c'est- revendre et c'est- et c'est- et c'est tout- Ben et c'est tout ça la On va question. revendre les C'est tout ça la question Ben maintenant. Est-ce que le Cameroun pèse C'était- pour négocier ce genre de contrat? Est-ce que... est-ce que- Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on pouvait avoir mieux que ça? Est-ce qu'on pouvait négocier mieux que ça? Un État quel qu'il soit a ce qu'on appelle des éléments de souveraineté, la base de souveraineté pour peser. Mais un État ne pèse que par les hommes qui le représentent. Si les hommes ne sont pas capables d'avoir de la personnalité, ils ne sont pas capables de s'asseoir et de dire voici ce qui est bon pour mon pays. Voici ce qui va permettre que d'abord, toute la population qui a tous ces peuples auxquels appartiennent les terres va sortir désormais de la misère. 1200 milliards de dollars sur la table, 35% reversés aux populations locales. Si on prend 1200 milliards, ça fait combien? Vous êtes vous payez 70, 350, mais vous êtes à 490 milliards. Si vous mettez 490 milliards dans l'escarcelle des propriétaires historiques de cette terre-là, vous imaginez ce qu'ils sont capables de faire? En réalité, le débat, pour moi, n'est pas sur ce qui C'est devait prévu, être hein. fait. Il y a un fonds spécial de 0,5%. Non, mais du chiffre d'affaires. 0,5% du chiffre C'est pas d'affaires. un, c'est pas un. Non, c'est C'est moins de- pas c'est ça. ça. C'est pas ça. Ça, là, c'est ce qu'on appelle le DAS dans nos marchés. Toutes les mamans qui sont en train de regarder, ils l'ont compris. C'est le DAS. C'est pas ça. Ah, Dash. C'est pas ça. C'est le Dash, oui. C'est pas ça. C'est que dans le capital de l'entreprise, et je vais répondre donc aux questions que vous souleviez dans la loi et dans la convention. Quand vous avez 15%, que vous avez au moins autant en termes d'emploi et autant en termes de postes d'encadrement, mais l'État dispose là, justement, de son outil de renseignement. Bon, d'un contrôleur. Mais en fait, c'est Non, que officiel. vous avez des gars assis à Yaoundé, leur problème, c'est pas de réfléchir sur comment le Cameroun va se développer. Vous avez 15% de cadres de Sinostyle et vous dites le contrôle de gestion, c'est nous. C'est nous. Puisqu'ils vont jamais accepter que le directeur financier soit au plus, c'est eux qui mettent leur argent. Mais vous dites, d'accord, vous avez votre directeur financier, mais le contrôle de gestion, c'est nous. Process, risque et process, c'est nous. Une entreprise, c'est un organisme et cet organisme a des organes critiques qui sont essentiels. Il y a le cœur, le cerveau, le machin et tout ça. Vous choisissez. Mais tout ça, c'est que vous devez avoir des hommes qui ont la capacité de s'asseoir, de penser et de laisser leur téléphone et leur télévision et de pouvoir se concentrer au développement du Cameroun. C'est ça qui manque dans ce pays. D'accord, et j'entends. Alors, la grande question de ce matin sur l'affaire du fer de la Lobé, c'est qu'en l'état, puisqu'on n'a pas encore ces hommes, est-ce que le Cameroun aurait pu négocier mieux que Non, ce c'est qu'il a pas eu? qu'on n'a pas encore ces hommes. On a des... mais on En a- l'état, puisqu'on en est là. C'est le fait. Ces hommes-là, Mais qui ne sont pas aux affaires. Ceux qui ne sont pas aux affaires. Alors, ceux ceux qui sont aux affaires auraient-ils pu négocier mieux que ce qu'on a oui, eu? bien sûr. Ceux qui ne sont Bien pas aux sûr. affaires Ceux ne qui sont pas sont- moins camerounais. Hein. Ceux qui sont aux affaires, ce sont des Camerounais. La seule chose que nous les reprochons, et nous les respectons, attention, c'est des gens que nous respectons. Je n'ai fait que vous dire qu'attention, c'est des types, quand ils, peut-être que là, ils sont mal pris. Hyper bien Mais formé. attention, hein, c'est des gars, quand ils s'asseyent et ils commencent à parler d'un certain nombre de choses, vous avez intérêt à prendre votre stylo et à écrire. hein. Docteur Yabou, vous voulez faire le politiquement correct? Non, je ne ça. fais pas le Non, politiquement non, correct. non, Je non, ne jette on pas ne le peut bébé pas, avec l'eau du bain. On ne peut pas, Non, on ne attention. peut pas Vous ne tout pouvez le pas. temps
apprécier des personnes qui font vous preuve appréciez de limite. la plupart des gens. Ils ne bossent pas, ils ne bossent pas. Non, attention. Arrêtons d'être gentils avec des personnes qui font preuve Ne sont pas limite négatifs. tout J'ai le bien temps. dit que au regard... Non, ce sont des faits. Je parle de quelque chose de précis. Au regard de cette convention, les gens ne bossent pas. Ils n'ont pas travaillé. Ils ont passé leur temps à regarder leur téléphone et leur télé dans les bureaux. Ils n'ont pas travaillé. Mais par ailleurs, ces gens-là n'ont pas été que négatifs en tout. C'est en cela que je dis non. Et il ne faut pas du tout que nous ayons l'attitude qui exclut d'autres Camerounais. Ce sont des Camerounais. Donc, ce que je dis, c'est ceci. C'est que ces gens auraient pu mieux négocier. Le problème avec la plupart de nos responsables publics actuellement, c'est qu'ils se comportent comme d'anciens colons. La loi dit que tout doit être public. Vous venez à introduire des clauses de confidentialité. Mais qu'est-ce que c'est l'histoire, ça? Mais tout ça parce qu'on cache quelque chose. Et je vais vous dire, il faudrait que le Parlement crée une commission d'enquête parlementaire sur cette affaire. Encore. Il faut que le Parlement, parce que il n'y a pas d'autres moyens. Mais il y a également d'autres choses. Il faut qu'on ait une commission d'enquête parlementaire sur cette affaire parce qu'il y a un parfum de corruption qui ne dit pas son nom autour de cette convention. Deuxième chose, je vous disais que si les propriétaires historiques de la terre avaient 15% et que l'État même se contentait de 10%, vous voyez qu'est-ce qu'on aurait eu. 25%. Mais de manière générale, il est inacceptable que dans les conventions minières, tout ce qui est ressources naturelles dans nos pays, que nous ne commencions pas au minimum par 40-45% et qu'à terme, puisque les mines, c'est 10-15% de rentabilité d'amortissement, de l'investissement, et que nous nous retrouvions donc à 10-15 ans après à avoir un minimum de 51%. Minimum. Il faut que nous sachions ce que nous voulons. Ils ont besoin de notre fer. Nous avons besoin de leurs investissements. Il ne faut pas aller croire que nous sommes les seuls à vouloir qu'ils soient chez nous. Mais, je dis encore, il faut que les gens fassent attention à Yaoundé. Parce qu'il y a deux risques qui nous font courir avec cette incompétence. Ils nous font courir un risque diplomatique. Si aujourd'hui, parce que si on se remet dans une révision rigoureuse de cette convention-là, on se met la Chine à dos. On a besoin de se mettre la Chine à dos. C'est quoi cette affaire? Il faut me dire à la Chine, nous ne sommes pas d'accord avec les conditions que vous posez au départ. Au lieu de commencer à signer des conventions, et après vous mettez la Chine à dos. Il faut éviter ça. Et lorsque les gens font de telles erreurs stratégiques, mais c'est très grave. Quand même, ministre de la République, ce n'est pas un vendeur de beignets au quartier. Et puis, il y a quand même un problème que je ne comprends pas avec notre gouvernement. L'héritage de leur patron, là, ils ne s'en soutiennent, ils ne s'en soucient pas. Leur patron laissera quoi comme héritage si à chaque fois il y a des problèmes d'ordre, des problèmes basiques comme cela. On a l'impression qu'il n'a rien fait, il ne laissera rien. Il veut construire des stades, il y a des problèmes. Il veut faire une petite mine, il y a des problèmes. Mais il s'entoure de gens qui doivent quand même travailler un peu. Qui doivent travailler un peu et l'aider un peu pour son héritage. Et là, moi, il y a un problème par rapport, par exemple, aux 15% qui doivent être vendus sur le marché camerounais. Non, mais soyons sérieux. On n'a pas besoin d'arriver à de telles dispositions. À partir du moment où les gens s'installent pour exploiter le fer, d'abord pour des raisons environnementales, on n'exporte pas le minerai. On n'exporte pas le minerai. Il y a l'enrichissement à 60%, mais je vous assure, c'est quelque chose, c'est un petit truc, ça n'a rien de ça. Vous devez vous entendre pour qu'il y ait un complexe sidérurgique qui va transformer jusqu'au produit fini. En tout cas, les produits qui peuvent être mis à disposition de l'industrie qui va finir, au moins... C'est prévu dans la convention, Dr Yam. C'est écrit où? Qu'ils vont transformer les 2 tiers pour faire... Pas transformer, mais qu'il y aura au moins cette usine. Mais non, l'usine d'enrichissement, ça va de soi. Ils ne peuvent pas transporter le fer tel qu'on le prend dans la mine. Le minerai tel qu'on le prend dans la mine. Ils sont obligés quand même d'avoir une forme qui peut être transportée à travers qui peut être exportée. Mais dans de telles conventions, je vous le répète, c'est les mines qui ont fait le développement économique de l'Europe. La révolution industrielle, les mines de charbon, etc. Parce que nous sommes là à faire comme si on était à plat ventre, on suppliait les Chinois. Les Chinois ont besoin de notre fer. Hein. Alors qu'ils aillent le chercher ailleurs. Donc voilà. Ils ont besoin de notre fer. Il faut ce qu'il fallait faire. Moi je ne suis pas sûr. Maître nous rappelle un certain nombre de dispositions de la loi. Mais ce que je dis, et c'est un point de vue qui est plus économique et politique et moins juridique, c'est de dire que nous avons de mauvaises dispositions en matière de loi sur les matières premières. Nous n'avons pas su gérer ce dossier et que aujourd'hui, si on rentre dans le détail de la gestion d'une entreprise ou dans le détail de l'impact économique possible qu'on aurait pu avoir, ça a été mal fait. Il nous fallait une usine de
sidérurgie, un complexe sidérurgique. Il fallait une université de technologie qui pourrait permettre que les ingénieurs qui... Mais les gens viennent s'installer chez vous pour exploiter quelque chose pendant 50 ans. Vous allez laisser que ce soit toujours des gens qui viennent de chez eux, qui viennent exploiter. Où est votre université pour former les compétences locales? Ça devait être intégré dans cette convention-là. Dans la convention, il parle de... Non, mais l'école de mine à Menganga n'est pas une école. Elle est à Menganga, justement, elle n'est pas à la Lobé. Pourquoi est-ce que... En fait, le problème que nous avons, c'est celui-là. L'école est à Menganga. Nous pouvons avoir 20 écoles de mines. Bien sûr. Et on peut rattacher une grosse université de technologie à chaque projet. Puisqu'on est là en train de... Le Cabral Libi parle de 300 000 milliards. Mais à la vérité, sur 50 ans, si on va juste avec un complexe sidérurgique, avec tout ce qu'il faut mettre tout autour, cette usine-là peut générer 3 à 4 fois ce montant sur 50 ans. Ça veut dire que nous, parce que c'est une question de valeur ajoutée, en fait, des effets de levier, si on a certains niveaux de transformation. Mais ça demande qu'on s'asseye, qu'on travaille et qu'on essaye de se dire, si le Cameroun tient en une décennie une seule petite chose, cette petite chose-là doit être tenue. Vous voyez, par exemple, je conclue par là, pardon, vous voyez le pipeline. Parce que nous n'avons pas... On a dit plusieurs fois, nous n'avons pas d'expertise ou d'expérience en matière de gestion minière. Non, on a beaucoup de Camerounais dans le monde qui ont déjà été impliqués dans ces choses-là. Et on aurait pu les appeler, donc ces gens auraient pu négocier mieux. Deuxième chose, on a par exemple de l'expérience de gros projets. Des grands projets comme le pipeline. Mais regardez le pipeline. Le pipeline, c'est juste une règle qui passe. Rien n'a été négocié pour que le pipeline soit un support industriel pour le Cameroun. À la limite, la plupart des Camerounais ne savent même pas qu'il existe un pipeline dans ce pays. Et pourtant, c'était un investissement de 4 milliards de dollars. À l'époque, ça faisait 3 000 milliards de francs CFA. Donc, il faut quand même que nous revoyions la façon dont nous abordons les questions, pas seulement minières, mais dont nous abordons les problèmes de notre pays et que nous puissions à chaque fois tirer le maximum d'avantages de tout ce que nous faisons. Il n'est pas question que les gens viennent s'installer, construire une mine et que notre pays n'ait même pas un droit une minorité de blocage. Que les personnes qui vont être délogées, dont les terres seront mises à contribution, n'aient pas au moins 15% du capital de l'entreprise qui est créée. Et pour finir, au niveau de la vente du matériau qui sera produit par l'usine d'enrichissement. Dans la convention, quelle est la disposition qui prévoit que le Cameroun puisse contrôler réellement à quel prix c'est vendu? Alors, on parle du gisement de fer dans la Lobé-Pakribi. Aujourd'hui, on le constate encore fort à propos sur ce plateau que des choses auraient pu être mieux faites. La négociation aurait pu tourner à l'avantage du Cameroun. Mais puisqu'on en est là, du moins pour l'instant, on rappelle quand même que côté Cameroun, on aura à terme des 50 ans d'exploitation une valeur de 1 milliard, ou plutôt 1150 milliards de francs CFA qui retournent dans les caisses de l'État. Alors, insignifiant peut-être, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, nous sommes en train de sortir pour que de tels contrats, pas de dupes, puisqu'on est allé là-bas en toute âme et conscience, ne soient plus négociés aussi légèrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, ce qu'il faudrait retenir, il faut revisiter ce contrat-là. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre à contribution de nouvelles expertises pour que ce contrat soit véritablement bien ficelé, afin que les intérêts de notre pays soient davantage sauvegardés. Tout à l'heure, Maître a relevé un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas en notre faveur, notamment le fait que nous ayons moins de 20% dans le capital de cette entreprise. Donc, c'est autant de pièges qu'il faudrait très rapidement réajuster. Et nous avons un problème dans ce pays, c'est que nous ne tirons pas les conséquences du mauvais management du passé. Notre collaboration avec la Chine ne date pas d'aujourd'hui. Et on a bien vu que les Chinois ne sont pas... c'est vrai qu'on ne leur demande pas d'être des philanthropes ou alors des saints. Ce sont des hommes d'affaires. Voilà, oui, mais ils ne sont pas très réglo. En comparaison avec d'autres entreprises, quand même, le Cameroun est mieux loti avec les Chinois. Non, ça, c'est pas sûr. Vous allez voir que dans la plupart des industries chinoises, en termes d'emploi, par exemple, parfois vous avez des entreprises chinoises où ils sont là à 100%, où le vigile même est
Menace d'être chinois. Est chinois. Si on l'a vu, on a des expériences avec la construction du palais de congrès, avec les industries qui sont installées du côté de l'Est, même au niveau du petit commerce. Quand vous allez ici à Akwa, vous voyez très bien que pendant que le chinois est le grossiste ou alors le semi-grossiste, en même temps, il joue le rôle du petit détaillant. Donc, c'est autant de réflexions qu'il faudrait mener dans le partenariat commercial qui lie le Cameroun et la République populaire de Chine. Donc, de toutes les façons, pour ce qui est de cette exploitation, il faudrait que le président de la République prenne ses responsabilités. Il faudrait qu'on fouille. Il y a des Camerounais qui ne sont pas automatiquement, qui ne sont pas politiquement liés. Parce que le problème de notre pays aujourd'hui, c'est que lorsque vous n'êtes pas du RDPC ou lorsque vous n'êtes pas l'ami de X ou de Y, on a du mal à faire appel à votre expertise. Il faudrait complètement qu'on brise ces barrières-là. Vous avez des Camerounais qui sont des non-names, qui parfois interviennent dans des médias, qui sont dans des quartiers, qui ont fait des études à travers le monde, mais qui ont de l'expertise, qui ne demandent qu'à être sollicités pour apporter, même souvent de manière bénévole. Je dis bien de manière bénévole, sans attendre une contrepartie quelconque, mais juste qu'ils voudraient que le pays leur soit reconnaissant de la réflexion qu'ils ont pu apporter sur un projet quelconque. Donc, nos gouvernements sont là. Moi, je dis, je ne vais pas leur faire des fleurs parce qu'on a du mal à voir des réflexions positives qui ont été menées en termes de projets dans notre pays. Voilà encore un exemple. Un autre échec de plus, un échec de trop. Nous espérons que, avant que le président ne prenne ses responsabilités, qu'il y aurait un consortium d'experts dans la finance, dans le droit, dans la sociologie, dans la géographie et autres, qui vont être mis à contribution pour que les intérêts de notre pays, quand même, soient mieux sauvegardés dans ce projet-là. Parce que c'est un projet, quand même, d'une relation à long terme, c'est-à-dire sur 50 ans et peut-être plus. Donc, s'il n'est pas bien ficelé, je crois que cela va créer d'énormes frustrations sur le plan local et même sur le plan national. Je rappelle que M. Marneki Marcos est secrétaire national à la mobilisation, l'organisation et l'implantation de l'AFP. On a bien compris. Alors, on parle de transfert de compétences et de préservation de l'environnement quand même, comme clause assez intéressante de cette convention. On ne sort pas les mains vides, il faut le dire. Non, il faut être direct. Il n'y aura pas de transfert de compétences avec les Chinois. Ah bon? Oui, il ne faut pas... Il faut pas inscrire. Non, il ne faut pas se leurrer. La Chine a opté sur son déploiement à l'international depuis pratiquement les années 79. Je pense que c'était sous le président Deng Xiaoping, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont entrepris un certain nombre de constructions sur la base des acquis qu'eux-mêmes ils ont acquis à l'étranger dans des joint ventures avec les Occidentaux. Ça veut dire que la Chine est ce qu'elle a aujourd'hui parce qu'elle aussi est allée apprendre et elle a eu la manie de pouvoir créer des clauses de confidentialité dans un premier temps, mais de transfert de compétences. Plusieurs usines ont été montées en Chine, je pense des Boeing et autres, où des ingénieurs chinois formés à l'école américaine, française, britannique, sont venus faire des montages sur place pour qu'il y ait transfert. S'ils fabriquent des avions aujourd'hui, c'est parce que des Occidentaux ont accepté de transférer la compétence. Mais c'était disposé dans les conventions qui signaient. Tout simplement. Mais ce n'est pas le cas depuis qu'ils arrivent en Afrique. J'ai dit, tout à l'heure, Mandeke a essayé de faire une peinture. Lorsqu'ils ont un projet, ils menacent d'être vigiles. Ils veulent tout. Et même dans la façon de cohabiter avec les populations. Parce qu'en réalité, moi, je suis révérend d'une entreprise chinoise dans mon quartier. Et plusieurs fois, je suis allé pour une intervention. Le camion avait coupé le câble qui alimentait le quartier. Et je me suis rendu compte qu'ils bossent pas. En fait, même pas. Il y a les Chinois, mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur, c'est des groupuscules. En fait, ce sont des entités. Il y a les mandarins, il y a les cantoniens, il y a les vouniers. Il y a des ethnies à l'intérieur. Donc, même s'ils sont sur un territoire, ils s'organisent de cette manière-là. À côté de ça, c'est que le peu des Camerounais qui sont avec eux sont cantonnés dans un petit coin. Donc, il n'y a pas une cohabitation. Vous ne trouverez jamais, en fait, que les gens nous appellent, nous disent que je suis en train de mentir. Vous ne trouverez jamais une salle où vous verrez les Chinois, les ingénieurs chinois, les ingénieurs camerounais en train de réfléchir. Non. Ils se retrouvent au chantier le matin et on te fait la lecture des cartes. Voilà ce qu'il y a lieu de faire.
Voilà la cohabitation depuis un certain nombre d'années avec les Chinois. Peut-être à nos dirigeants de pouvoir revisiter cela et de faire en sorte qu'il y ait une vraie cohabitation entre l'expertise chinoise qui s'avère, en fait, tout ce modèle-là, elle n'est pas loin d'être considérée comme étant de la brocante. Parce qu'elle est perçue comme étant de la cosmétique, puisqu'ils sont les seuls à fabriquer et les seuls à faire de la maintenance. Et c'est qu'il faut décrire, parce qu'en réalité, il y a eu un risque par rapport à la construction du palais de sport de Warda. Ils ont tout fait. C'est bien qu'en réalité, ils assurent actuellement la maintenance. Il y aurait beaucoup de difficultés pour les Camerounais de pouvoir être capables de faire une intervention à l'intérieur de cet édifice. Pardon, juste une 30 secondes, Pépin Bikaï. À partir du moment où les gens vous disent que l'usine d'enrichissement de fer et tout le pipeline, le terminal pétrolier, tout ça va leur appartenir, et que le Cameroun ne bénéficie que du droit de premier au feu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous installons notre affaire, c'est pour nous. Mais je dis encore, le problème de fond, ce n'est pas celui-là. Le problème de fond, c'est qui a négocié ça? C'est tout. Qui a pu accepter une chose pareille pour le Cameroun? C'est ça le problème de fond. Et là, maintenant que nous avons commencé à donner notre accord, on dit qu'il va y avoir transfert de technologie, il n'y en aura pas. Parce que c'est eux qui vont contrôler tout le système. Et ils disent même que quand ils auront l'exploitation sera achevée, ils gardent la liberté de revendre ça, mais ils vont revendre qu'à une autre entreprise chinoise, forcément, qui pourra démanteler et qui en aura besoin ailleurs. Les transferts de technologie se sont faits en Chine à cause de son marché. On n'avait pas le choix. C'était 1 milliard de personnes. Un marché potentiel de consommateurs. Pas le choix. Oui. Tant que nous aurons des petits marchés de 20 millions d'habitants, 5 millions d'habitants, 2 millions d'habitants, ça n'arrivera pas. Mais le jour où vous avez par exemple les États-Unis de la CEAC, 350 millions d'habitants, quand quelqu'un s'assied devant vous, il fait très attention à qui il parle. Donc pour l'instant, on peut s'estimer être mieux loti dans ce contrat. Non. Mais de quel transfert de technologie on parle dans le contrat? Il ne faut pas qu'on soit dit, on ne crée pas le monde. On connaît comment la Chine se déploie. Le Cameroun n'est pas une spécificité. Ce sont les gars qui menacent même faire engloutir un certain nombre d'États en Afrique. Je parle sous le contrôle des juristes, notamment la Zambie. Il ne faut pas oublier qu'ils ont surendetté la Zambie, si bien qu'ils ont le contrôle presque total de ce pays actuellement. Heureusement qu'il y a un nouveau exécutif qui arrive là, qui est arrivé, il y a un président assez valeureux qui essaie de bousculer la ligne, essaie de remettre les pendules à l'heure. En ce qui concerne la préservation de l'environnement, c'est une question qui est tranchée même à l'intérieur de la République de Chine. Ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est l'économie. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que soit on veut préserver l'environnement, soit on veut faire des affaires. Voilà. Donc, pour les Chinois, c'est résolu. Maintenant, il y a des techniques modernes d'exploitation et de préservation de l'environnement. Parce qu'à l'environnement, on préserve l'environnement pour qu'elle puisse être servie aux générations futures. On préserve l'environnement pour qu'on puisse minorer la production des gaz à effet de serre qui impactent sur le climat et qui sont à l'origine des dérèglements climatiques, forcément à l'origine de la modification des saisons. Et s'il y a modification des saisons, ça impacte sur la production alimentaire et donc sur l'alimentation des êtres humains. Donc forcément, ça peut créer des crises sociales qui peuvent aboutir sur des guerres permanentes qui s'installent sur les territoires. Donc, lorsque nous sommes dans le grand chapelet de l'environnement, ce n'est pas de la blague. Il faudrait que les uns et les autres comprennent la nécessité de l'équilibre trophique entre les hommes, le milieu et les animaux. On ne peut pas privilégier un côté et penser qu'on va essayer de résoudre. Non, la nature se régule elle-même, mais la nature aussi a besoin du respect des entités qui fondent sa structuration. Donc, il ne faut pas que les gars pensent que, enfin, que nous pensons que c'est un leurre. Aujourd'hui, les questions de changement climatique sont une réalité. Peut-être pas perceptible de manière directe, mais le monde commence à y ressentir ses effets. Il y a des premières migrations climatiques qui arrivent. Et lorsqu'il y a migration climatique, il y a basculement de l'environnement et il y a changement des rapports sociaux. Donc ces migrants climatiques vont forcément arriver vers les lieux les plus sécurs. Donc, pour ce qui est de ce côté-là concernant la Chine, c'est un mauvais élève. On le dit, pardon. Et quand ils sont exactement dans les pays comme les nôtres, où nous sommes... on a vu ce qui se passe dans les gisements d'or à Betaroya. Voilà. Et là-bas, vous voyez ce qui va comme dérive. Les Chinois tapent souvent, en fait, ils se permettent de battre les locaux à la barre de fer. Il ne faut pas imaginer. Même pendant l'esclavage, on ne battait pas les esclaves à la barre de fer. Donc, il faudrait qu'on soit sérieux. Cette comparaison est mais bon. Si nous voulons que cette exploitation se fasse sans heurts,
il faudrait, réviser ce contrat, mais deux, sur cette base-ci, même s'il faut mettre la Chine derrière, c'est fait quand même qu'il y a une épée de Damoclès qui a prévalu, moi c'est mon sentiment à moi, hein, par rapport à la signature de ce contrat, je pense que c'est la dette extérieure camerounaise vis-à-vis de la Chine. Donc on a appris ça, j'ai lu le livre on va revenir même d'ailleurs. Moyo sur l'aide fatale, les mécanismes d'octroi des marchés. Je pense que cette aide qui est assez exponentielle aurait, cette dette autant pour moi, aurait pesé sur la signature de cette convention, d'où cette légèreté. On va revenir justement sur dans un autre débat, on reviendra sur cette fameuse dette et cette aide. C'est pour les bien sûr, mais il faut que ce soit placé dans le contexte. Il va bouffer mon temps de parole. Et c'est ce que je crains. Quelles sont les conséquences économiques de ce contrat? Vous voyez que le sujet il est vaste et que le temps d'un plateau ne permet effectivement pas d'en toucher tous les contours. C'est ça, il faut qu'on garde l'essentiel. Alors l'essentiel justement, quelles sont les conséquences économiques pour le pays? Les conséquences économiques sont énormes, mais les voyants sont au vert. Vous savez, moi, j'ai choisi, et sans que nous nous soyons concertés, j'ai choisi d'aborder la question de cette thématique sous le prisme de que dit la loi, qu'est-ce qu'on aurait même pu obtenir à partir de la loi. Et le docteur Yam Timba est allé plus loin dans peu importe ce que dit la loi. Normalement, voilà ce qu'on peut même demander dans l'absolu. Vous voyez, et c'est particulièrement important parce que lui, il va même très vite. On n'a même pas pris ce que la loi demande. C'est-à-dire que même ce que la loi, la petite loi là a prévu, on n'a même pas pris ça. On n'a pas tout pris. 1% Alors, ce que la loi prévoit, enrichi. C'est quelque chose qu'il faut peut-être définitivement établir. Ce que la loi prévoit, c'est déjà la loi. C'est-à-dire que pour le Cameroun. Oui. Mais quand on va négocier, l'entreprise chinoise ne modifie pas les lois au Cameroun. La loi, c'est le minimum à obtenir. C'est le minimum. C'est le minimum. Je vais donner deux exemples que tu comprennes. C'est la loi. C'est-à-dire que l'entreprise chinoise ne peut rien changer. Elle vient, notre loi dit, donc elle vient même en le sac. Parce que avant d'arriver au Cameroun, avant d'arriver au Cameroun, elle a déjà ses experts qui lui disent que là-bas, voici les conditions légales. Voici le minimum. Donc, le Cameroun a une terre d'attractivité. Voici ce qu'ils ont prévu. Ils ne sont même pas trop exigeants. S'ils voulaient être exigeants, dans la négociation, préparez-vous à ce qu'ils vous demandent d'une université. C'est-à-dire que la loi n'a pas dit université, mais il y a la possibilité que dans la négociation, ils disent que nous, on a besoin d'une université pour la mine, là. On l'aime beaucoup. On a besoin d'une université. Ou alors, bon, d'accord, vous ne mettez pas l'université là-bas, mais renforcez les capacités de l'université que nous avons déjà de l'autre côté. Nous, on a besoin là-bas que vous mettiez un laboratoire de ceci et de ceci. Qu'on mette, je ne sais pas si on se comprend, mais la loi, c'est le minimum. 1% du minerai enrichi à 60% revient automatiquement au Cameroun. C'est dans la convention. D'accord? Sauf qu'il n'y a pas de décret d'application. Donc, on ne sait même pas comment on va exploiter le pourcent. Le 1% là. Le pourcent, là, on ne sait même pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas organisé, nous, pour l'exploiter, pour en profiter. De manière industrielle. Je ne sais pas si on se comprend. Je dis le pourcent. Quand on dit 1%, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup, 1% de minerais enrichi à 60%. C'est beaucoup. D'accord? Ça peut changer beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on peut s'organiser et on met une industrie pour construire les bateaux. Par exemple. Mais pour construire les bateaux. Ceux qui ont validé dans ce contrat-là sont très méchants. Ils auraient pu interpeller le président de la République pour qu'il signe justement... Je sortirai par là, les décrets d'application. Je sortirai par là sur ce qu'on peut faire à partir d'ici. Lui-même, il doit pouvoir faire ça qu'on l'interpelle. La convention stipule que... Trop lui demander, on a dit les études ont dit 33. Messieurs, on parle du président de la République. On a dit dans les travaux de recherche 33%. La convention dit que on peut extraire les minéraux. Voici je vous le cite. On peut extraire les minéraux. Les minéraux peuvent être extraits à plus de 33%. C'est-à-dire qu'une convention de cette nature, on met plus de. La notion plus de veut dire quoi? Économiquement, juridiquement, la notion plus de veut dire quoi? Vous voyez, vous rappelez-vous 46,7%. On dit à plus de 33. Mais à plus de 33, ça veut dire quoi? Ça renvoie à quoi? Pour une convention de cette envergure, ça laisse quand même planer un doute légitime.
les taxes. Il y a 2 catégories de taxes très importantes parce que vous devez savoir que dans les conventions minières, il y a beaucoup d'exonérations. Droits de douane et tout, c'est exonéré. Donc, il peut faire partie ça sans payer les droits de douane et tout. Bon, ça, c'est prévu par la loi. Ce n'est pas un abus chinois. Notre loi prévoit ça. Ça fait partie de ce qu'on appelle les politiques d'incitation fiscale. Et nous n'inventons pas ça. Oui, on n'invente même pas ça d'ailleurs. C'est vrai. D'accord. Mais il y a 2 catégories de taxes. Il y a ce qu'on appelle la taxe superficielle, qui est plafonnée minimalement à 4 millions. Dans la loi au Cameroun, le minimum, c'est 4 millions. Dans la convention qui est signée entre le Cameroun et l'entreprise Sinosteel, ils disent que cette taxe-là, ils renvoient les parties à la loi. Ça veut dire que la partie chinoise va s'arrêter à 4 millions. Simple. C'est-à-dire qu'ils auraient pu négocier que ce soit 10 millions, 15 millions, 20 millions par mois. Non. La partie camerounaise a dit, bon, moi je ne demande rien, regardons ce que dit la loi. La loi dit que c'est 4 millions minimum, donc la partie chinoise n'aura qu'à déposer 4 millions, qu'elle sera en règle. Alors qu'on aurait dû négocier là-bas déjà, que ce soit 25 millions ou 50 millions, que ce soit même 10 millions seulement. Ça nous ferait 6 millions de plus, parce que la loi a dit le minimum, c'est 4 millions. Il y a à côté de la taxe superficielle ce qu'on appelle les taxes proportionnelles. Dans les taxes proportionnelles, il y a 2 catégories. Il y a la taxe ad valorem, donc la taxe sur la valeur. D'accord. Mais on ne peut pas déterminer la valeur. C'est l'entreprise qui vous dit quelle est la valeur. Bien sûr. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est au bout du processus, la rentabilité, c'est l'entreprise qui vous dit, oh, il se trouve, et tous les pays du monde ont ce problème. Le Cameroun n'a rien fait pour anticiper. Les contentieux existent tous les jours. Pourquoi? Vous avez une société chinoise, filiale camerounaise, qui extrait, qui exploite et qui vend à une société chinoise, donc à la même société, dans un autre pays. Donc, c'est lui le vendeur, c'est lui l'acheteur, c'est lui qui va te dire quels sont les prix. Hein. D'accord. Personne ne peut te dire, et je sors par là, oui, s'il vous plaît. La taxe de 5% sur les bénéfices. Mais entre nous, elle peut garantir l'opacité de tout ça, non? Parce que c'est elle qui gère tout en amont et en aval. Donc, pour sortir rime, j'ai envie de dire que la thématique que tu poses aujourd'hui nous interpelle à un double ou un triple point de vue, et je serai très bref. D'accord. Le premier, c'est le patriotisme économique et politique. Patriotisme politique, je crois que tout le monde sait ce que c'est. Le patriotisme économique, c'est que lorsque vous avez une loi et une convention à signer, que vous négociez au mieux des intérêts de votre pays. Cameroun d'abord. C'est-à-dire que, on a tout à l'heure évoqué comment les Chinois ont utilisé leur population pour obtenir les meilleures parties dans le transfert des technologies, mais ils ont aussi utilisé l'espionnage industriel. Je ne sais pas, peut-être que nous aussi, on va développer ça. Mais si on ne peut même pas prendre ce qui est déjà basique, je me demande comment on va mettre en place les techniques d'espionnage industriel pour faire le transfert de technologie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que d'un point de vue conjoncturel, le président de la République, en dernier ressort, peut demander la réécriture de cette convention. De notre point de vue, le président de la République devrait demander la réécriture de cette convention pour ne serait-ce que procéder à la relecture de certains articles, les mettre en conformité, les articles de la convention, avec la loi, et puis d'autre part, tirer un meilleur profit d'un certain nombre d'aspects qui ont été laissés pour compte. Et puis, à moyen et long terme, prendre les décrets d'application qui vont permettre que même les avantages réputés écrits dans la convention pour le Cameroun, dans d'autres conventions, qu'on puisse véritablement les exploiter. Parce que en l'état, même ce qu'on a négocié, on ne pourra pas efficacement les exploiter en raison de l'absence de décrets d'application organisant et régissant cette activité. D'accord. On sort rapidement, en quelques secondes. Qu'est-ce que le Cameroun risque pour cette exploitation sur 50 ans? Non, côté environnement. De toute façon, sur le plan environnemental, il y aura un bouleversement des équilibres trophiques. Là, c'est déjà une réalité. À côté de ça, c'est l'exploitation du gisement de fer dont on va utiliser les dynamites. C'est la raison pour laquelle le docteur Yamb insiste. Et il faut qu'il continue à insister comme ça, et à haute voix, comme le faisait Jean-Baptiste Le Désert. Parce qu'en réalité, ça va créer des déséquilibres. Il y aura des villages qui vont disparaître. Vous ne pouvez pas vivre sur le prisme des secousses sismiques. Parce que lorsqu'on utilise des dynamites, ça fait vibrer le sol.
Donc forcément, il y a une vie sur 50 ans qu'il faut accepter volontairement faire, accepter faire interrompre, disons ça comme ça. Parce que ça va dynamiter. Si ça dynamite, l'agriculture sera impactée. Si ça dynamite, il est fort probable que les eaux ne soient plus potables. Parce qu'en réalité, il ne faut pas oublier que le mécanisme de formation des eaux se forment sur le prisme des méandres. Dans les zones assez à géomorphologie assez contrastées comme le cas de la Lobé, nous sommes sur le plateau sud-camerounais. Donc sur une altitude moyenne à peu près de 600 à 650 mètres par rapport au niveau de la mer. Donc c'est le point de naissance de la plupart des cours d'eau. Et ce n'est pas un hasard si on a la Lobé qui se jette directement à la mer. Mais la Lobé, c'est le nom qu'on connaît. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle les méandres, qui naissent au niveau des têtes de vallée, c'est-à-dire des petits pontiers d'eau qui viennent alimenter ces méandres, qui alimentent les rivières, qui alimentent les fleuves et qui tombent dans le grand fleuve là-dedans. Donc tout ça sera forcément perturbé. Et en dehors ressort, il y a forcément le déplacement des populations de ces zones-là vers les zones les plus sécures, avec tout ce qui va comme tension sociale. Donc, il ne faut pas qu'on néglige cela, le fait que la population doit y jouer un rôle fondamental au début et à la fin du projet. Parce qu'en réalité, il faudrait qu'ils se sentent un peu enrichis, un peu utiles, un peu importants dans le déroulement de ce projet. Dans le cas contraire, on va créer des conflits, non pas dans la zone d'exploitation, mais plutôt dans les zones de recasement. Entre guillemets. Voilà, donc, et justement, il faut qu'on applique la loi parce qu'au moins le code minier prévoit ça. Consécration du principe. Mais ce que vous ne dites pas en 30 ans, Dubaï s'est transformé. Je vais répondre à Franck. Ce qu'il ne dit pas en 30 ans, Dubaï s'est transformé. C'est qu'il y a une extrême vulgarisation de la propriété intellectuelle, en fait, de la propriété individuelle à Dubaï. Parce qu'en réalité, les gars sont propriétaires de la terre et du sous-sol. Et là, on ne le dit jamais. On voit seulement la floraison économique. Mais on ne connaît pas le contour économique qui encadre cette floraison économique. Et c'est la même chose avec le Texas. C'est-à-dire les gars sont propriétaires du sol et du sous-sol. Et c'est eux qui vendent ce sous-sol aux entreprises qui veulent l'exploiter. Et l'État ne joue que les régulateurs. Oui. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Allez, un regard, il devrait se faire pousser une conscience patriotique. Dernier mot, en quelques secondes. Est-ce que vous pensez... Oui, un seul. Le fait que ce soit exploité sur 50 ans, c'est vraiment un problème par financier. D'abord, c'est trop long. Ça devait être maximum 30 ans. Et ensuite, il faut savoir que... Là, il a évoqué la question de la dette. Mais justement, les grands pays, les pays créanciers utilisent la dette justement pour vous mettre à genoux. C'est là où comme outil de négociation. Comme outil de négociation. C'est là où je vous ai parlé de la personnalité. Et maintenant, peut-être que les gens commencent à mieux comprendre d'où venait la question de la personnalité. La personnalité, c'est d'être capable de dire aux gens, d'abord, d'anticiper, de ne pas s'endetter n'importe comment. J'ai vu un ministre célébrer l'endettement de 235 milliards l'autre jour. Alors, c'est quand même incroyable. Vous endettez un pays, ça veut dire que les enfants qui vont naître dans 10 ans, vous les faites naître endettés. Et vous venez célébrer ça devant la République. Tout ce que vous avez pris, 12 000 milliards, vous avez fait quoi avec? On n'a même pas d'eau. Et vous célébrez quand même un nouvel endettement. Et donc, les grands pays font comment? Bon, vous nous devez 2 000 milliards ou 4 000 milliards. Bon, on va faire ceci. Oh, on aurait pu structurer tout ça. On aurait pu structurer tout ça dans le cadre d'une convention comme celle-ci. C'est-à-dire, on dit, voici les règles. Comme vous devez nous verser là tout de suite, comme droit de signature, bonus de signature, 1200 milliards de francs CFA, comme on doit reverser 490 milliards à la population, vous donnez déjà les 490 milliards de la population. Et puis, le reste, vous nous remettez 110 milliards, donc ça va faire à peu près 600 milliards, et on vous paye déjà 600 milliards sur la dette qu'on vous doit. Vous parlez de cette affaire, les 425 millions qui vont servir pour faire tout le travail d'investissement. Ça ira, la dette est sérieuse. C'est 30% de fonds propres de l'entreprise et 70% de crédit. Non, j'arrive. En plus. J'arrive, vraiment, il faut que je conclue parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Vous voyez que les seuls 490 milliards à verser à la population sont supérieurs à l'investissement. Déjà. C'est supérieur déjà à l'investissement. Ça veut dire que nous sommes dans une situation très grave. Donc vous structurez la dette. Et tout au long de l'exploitation de la mine, une partie de ce qui revient, puisque la population aura 15% et que l'État aura quand même au minimum 20%, une partie de ce qui revient à l'État peut servir à payer votre dette. Donc on échelonne votre dette sur les mêmes 50 années par exemple. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais essayons de travailler pour notre pays un peu. Et c'est comme ça, cette ingénierie-là qu'il faut mettre en place pour que nous puissions... Mais avoir 12 000 milliards de dollars, c'est rien du tout. On structure cette dette, on monte quelques projets miniers, même pas plus de 5. C'est fini. Il déshabille Saint-Jean pour habiller Saint-Paul. De l'Europe à l'Orient, l'Afrique perd.
Aïe, Bref. et ça fait mal. Mais en tout cas, cette tribune s'est ouverte pour besoin d'information. Beaucoup, on l'a dit, se sont répandus sur les réseaux sociaux et autres plateformes pour parler de ce sujet intéressant. Aujourd'hui, on n'a pas le monopole de la vérité, mais je suis sûr qu'après cet entretien, vous avez un peu plus d'éléments pour vous faire votre propre idée. Et on espère aussi que les décideurs ouvrent leurs oreilles et peut-être même plus leur cœur à ce genre de discussions pour savoir et enfin prendre de bonnes décisions. Messieurs, en tout cas, merci de vous être prêtés à ce jeu d'informations. C'est nous qui vous remercions et nous espérons véritablement que les décideurs ont pris connaissance des propositions et des critiques qui ont été menées L'AFP ici. aurait fait mieux, c'est ça? Nous fonctionnons de manière concertée, c'est-à-dire que nous faisons toujours appel aux mains expertes, c'est-à-dire qu'aux scientifiques, parce que le scientifique apporte toujours des éléments objectifs, parce que loin de nos éléments politiques, parce que vous savez, le politique choisit toujours un camp pour pouvoir prendre une décision. Nous essayons de faire appel aux juristes lorsque le problème se pose sur le plan judiciaire, aux économistes lorsqu'il y a un problème économique, ou alors aux géographes lorsque le problème se pose tel que nous l'avons sur le plan minier, parce que nous pensons toujours que il faut arrêter de croire que le politique a la science infuse, qu'il peut apporter des solutions à tout. Dans les pays qui veulent se développer, on fait appel toujours à la science, c'est-à-dire aux personnes expertes pour pouvoir solutionner très rapidement des problèmes qui se posent. Merci en tout cas d'avoir prêté votre voix à ce débat. Pépin Bikaï. C'est moi qui te remercie, et Rem. Très belle émission également. Géographe de qualité. Maître Franck. Maître Franck. On ne tarit pas d'éloges à votre sujet. Merci d'avoir éclairé l'opinion publique sur les aspects juridiques. D'ailleurs, il y a un téléspectateur qui demande au président camerounais de vous embaucher comme conseiller. Pourquoi pas? Et vous aussi d'ailleurs, docteur Yam. En tout cas, ils sont... Non, pas non, ne dites pas non. Comme consultant, pourquoi pas? C'est les bases, en fait. Nous n'en prenons pas orgueil, c'est les bases. Ils sont disponibles. Merci en tout cas, monsieur. Et continuez à faire ce que vous le faites bien. Et quant à vous, restez avec nous. La semaine est ainsi bouclée. La cause reste actuelle. Elle dépasse même les hommes. Et on l'a compris, c'est dans la synergie des efforts, tous ensemble, qu'on arrivera au but ultime, la libération de l'Afrique. DBS Matin, fin pour cette semaine. Nous serons encore là lundi, s'il plaît à Dieu. D'ici à là, prenez soin de vous, prenez soin des autres.